La confiance en soi, c'est pas spécifique à Pâques, c'est à l'année longue qu'on a besoin de ça, de la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, c'est souvent qu'on n'est pas capable de voir ou de comprendre son importance, finalement. Puis je remarque que souvent, c'est les causes de ça, on regarde que c'est comme si c'était un ressort, des fois, qui est brisé dans ton enfance. On dirait que plus c'est proche plus l'impact est fort plus tard. Ben là, ça dépend peut-être de l'âge de raison. Là. Je ne sais pas à quel moment où l'ego arrive, peut-être que là, l'impact est plus grand. Euh, alors, sur la confiance en soi, Daniel, c'est quoi les mécanismes qui font que, justement, on a des problèmes avec ça, puis beaucoup de monde ont à travailler ça de façon importante pour prendre leur place? Bon, on peut pas travailler la confiance en soi. On peut par contre travailler sur ce qui empêche l'expression de ce que nous autres on perçoit comme étant une confiance. On n'a pas à cultiver, on a à empêcher ce qui empêche la confiance d'apparaître. Qu'est-ce qui nuit à l'expression de la confiance chez l'homme? C'est surtout la peur. Ce n'est que la peur. Maintenant, qu'est-ce que la peur? C'est simplement qu'on vit quelque chose, on apprend, on mémorise des expériences et on ne veut pas, on a donc peur qu'en faisant certaines choses, on revive certains genres d'expériences. Donc, la confiance en soi, lorsqu'on n'en a pas, lorsqu'on est inconfiant en soi, c'est parce qu'on est trop orgueilleux. Si on veut résumer brièvement, une personne qui n'a pas confiance en elle-même, elle souffre d'orgueil. Elle est tellement orgueilleuse qu'elle ne peut pas, elle a peur de souffrir la moindre petite atteinte à son orgueil, ce qui fait qu'elle n'ose pas se lancer dans rien ou dans ce qu'elle devrait se lancer, au cas que ça marcherait pas, au cas où elle aurait l'impression qu'à cause d'elle, ça n'a pas fonctionné, au cas où elle aurait l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors, elle est tellement orgueilleuse qu'elle donne l'impression de ne pas être orgueilleuse puis de manquer d'énergie. Une personne qui est orgueilleuse peut s'exprimer de deux façons, c'est-à-dire que moi je vais le faire, je suis capable, et l'autre non, moi j'ai rien à faire, je veux pas m'essayer. Ces deux phénomènes-là, ces deux phénomènes de l'orgueil qui s'expriment selon une polarité différente, une polarité positive, c'est-à-dire disons agressive, celle de celui qui souffre de supériorité, disons, on peut rappeler ça comme ça, et l'autre qui souffre d'infériorité. Les deux sont orgueilleux au même point, au même niveau, sauf qu'ils n'expriment pas leur orgueil de la même façon. Alors, certaines personnes vont donc avoir peur de se présenter en public, de monter sur une plateforme pour venir parler, pour venir chanter ou pour venir faire le pitre. On a peur que le monde rise de nous. On a peur que les personnes ne nous comprennent pas. On a peur de devoir avouer que ça, on ne le sait pas. On a peur de ne pas faire bonne figure. On a peur de plusieurs choses. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne veut pas que l'image que nous avons de nous soit attaquée, soit détériorée, soit ternie par l'image que les autres ont de nous. Donc, la confiance en soi, c'est seulement ça. Maintenant, la personne, elle peut bâtir sa confiance ou son inconfiance sur ce que les autres vont penser d'elle et aussi sur ce qu'elle-même va penser d'elle. Donc, si, par exemple, je veux me lancer dans une entreprise, je peux moi-même je ne veux pas souffrir le remords de manquer mon coup. Ce qui fait que je n'aurai pas la confiance nécessaire, c'est-à-dire que je vais empêcher les énergies qui pourraient m'amener à cet état de confiance de pouvoir se cumuler. Je vais les brûler pour ne pas risquer de me lancer dans l'événement. Alors, la confiance en soi, c'est lorsqu'une personne est suffisamment énergisée, c'est-à-dire que son ego baisse en niveau d'orgueil. Vous savez qu'il y a l'illusion de la confiance et il y a la confiance. La confiance, ce n'est pas un processus moral, spirituel, c'est un processus intelligent. À un moment donné, je sais que je suis capable et je sais que je ne suis pas capable. Maintenant, le fait de faire quelque chose que je ne suis pas capable pour, par exemple, apprendre, pour expérimenter, dénote une confiance en moi, c'est-à-dire que je suis prêt à assumer la défaite, l'erreur. Cette confiance en moi, elle est intelligente. Par contre, celui qui a confiance en lui, par exemple, qui est prêt à se lancer dans quelque chose, sans en évaluer les risques, a l'illusion de la confiance, c'est-à-dire qu'il est énergisé par d'autres que lui-même. Donc, c'est la confiance d'autrui qu'il a en lui.
Et ça, c'est souvent le problème des enfants qui, leurs parents leur disent que j'ai confiance en toi, tu peux pas me décevoir. C'est une forme de manipulation dangereuse qui fait que l'enfant finit par avoir la confiance de ses parents. Donc, il va quelque part, il se lance dans un processus, dans un examen, dans une compétition, dans un sport, et manque son coup parce qu'il n'était pas prêt. Et automatiquement, vu qu'il était énergisé par la confiance de ses parents, qui va évidemment disparaître lorsque l'enfant manque son coup, la différence de potentiel fait qu'il va souffrir une dépression, qui n'est pas nécessairement aussi nerveuse que celle des adultes, mais quand même, qui n'est pas tellement bénéfique. La personne qui souffre de l'inconfiance, donc qui n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle a confiance en elle. Elle a tellement confiance en elle qu'elle n'arrive pas à ne plus avoir confiance en elle pour avoir confiance en elle. Alors, je vais expliquer. Vous savez que c'est compliqué, la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que c'est quelque chose, j'ai pas confiance, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que je le réussirai peut-être, mais je peux pas essayer. Il y a quelque chose qui me bloque. On appelle ça un peu le trac chez les acteurs, mais le trac, c'est aussi une forme de prudence, quoi que ça peut nuire. Mais c'est un manque de confiance. C'est l'ego. Bon. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu as tellement confiance dans l'idée que tu as de toi que tu ne veux pas la ternir, cette confiance. Donc, tu ne veux pas essayer de vivre une expérience qui pourrait agresser l'image dans laquelle tu places ta confiance, ce qui fait que, comme dans l'expression réelle de la matière, tu exprimes une personne qui n'a pas confiance en elle. Je réexplique encore une fois parce que c'est un processus important. La personne qui n'a pas confiance est aussi orgueilleuse que la personne qui a confiance. Et c'est un jeu de l'ego. La personne qui, moi, j'ai pas confiance, si je vais là, je vais manquer mon coup. Qu'est-ce que ça peut faire que tu manques ton coup? Bon, ben énergétiquement, il y a plusieurs choses que ça peut faire. Ça va me gruger, on va me sentir plus petit, je vais avoir plus peur la prochaine fois. C'est-à-dire que je voudrais pas revivre l'expérience. Tu as confiance en ce que tu dis. Tu y crois à tout ce que tu me dis là. Tu as tellement confiance dans l'image que tu as de toi que tu ne veux pas risquer de découvrir ce que tu es en brisant ou en transformant cette image. Alors la personne, elle a tellement confiance en son insécurité qu'elle exprime l'insécurité. J'ai tellement confiance dans mon incapacité que je ne peux pas être confiant, tellement j'ai confiance dans mon incapacité. La personne qui n'a pas confiance est convaincue qu'elle ne peut pas. Elle est convaincue qu'elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que son ego prime tellement sur le reste. L'ego prime même sur l'expérience et sur l'évolution. Et même la personne qui veut se conscientiser ou la personne qui veut évoluer a un ego qui prime souvent plus que l'évolution ou que ce que l'ego recherche comme passe-temps ou comme simili sérieux. Alors, ce qui fait que la personne, elle est tellement convaincue qu'elle ne peut pas ou elle a une forme égoïque, un ego, elle a une image d'elle-même tellement impressionnée qu'elle ne veut pas la détruire, qu'elle ne veut pas la transformer, ce qui fait que la personne place toutes les énergies créatrices, donc les énergies qui pourraient lui permettre d'expérimenter quelque chose, elle se sert de ces énergies pour pouvoir préserver l'image de l'ego. Elle n'a donc plus d'énergie à exprimer, ce que nous appelons confiance en soi. Si la personne est humble, et quand je parle d'humilité, je parle d'une personne qui ne sait pas qu'elle est humble. Vous savez que l'humilité, c'est quelque chose qui doit s'ignorer, comme d'ailleurs l'évolution. Une personne qui est très évoluée ne le sait pas. Pas par rapport à d'autres. Elle sait, elle, où elle est, mais elle n'a pas besoin de se comparer, donc elle ne sait pas qu'elle est évoluée. Elle sait dans quel état elle est. Mais moi, si je dis je suis plus évolué que quoi? Je me compare à l'extérieur. Je suis évolué par rapport à quoi? À l'extérieur. La personne qui a évolué et qui sait où elle est par rapport à elle-même ne sait pas qu'elle est évoluée. Parce qu'elle ne se compare pas. Elle se perçoit comme elle est. L'humilité, c'est la même chose. La personne qui est humble, lorsqu'elle apprend que faire ce qu'elle fait, c'est de l'humilité, elle peut difficilement continuer à être humble parce que chaque fois qu'elle va faire la même chose, elle va se dire, tiens, je suis humble. Alors elle est modeste et elle s'en vante. Elle s'en vante à elle-même. Elle ne peut plus être humble. La confiance en soi, c'est une expression de l'énergie qui est reliée à l'humilité.
Maintenant, on a plusieurs degrés d'humilité, c'est-à-dire qu'on a plusieurs empêchements d'expression à cette humilité, qui va être l'orgueil. La personne qui est humble, elle va se présenter n'importe où, elle va l'essayer si elle croit qu'elle peut expérimenter. Disons qu'une personne humble, qui n'a pas nécessairement une intelligence mentale hautement développée, va faire plusieurs choses, plusieurs expériences, et si, que ça marche ou que ces expériences-là ne fonctionnent pas, cela ne la dérange pas. Elle essaye, puis ça n'a pas marché. Elle va essayer quelque chose d'autre. Tu essaies la peinture. Tu essaies la peinture et ça ne fonctionne pas. On va essayer quelque chose d'autre. Une personne vient te voir et trouve que ta peinture que tu veux vendre est laide. Bon, ben peut-être que je suis pas bon en peinture, je vais essayer d'autres choses. Mais jamais elle est prise. Elle a toujours donc la confiance en elle, sauf si elle finit par être éduquée à la longue. Ah, mais tu devrais pas te lancer dans des affaires de même quand tu sais pas si tu es capable. Ah, mais comment m'en faire pour le savoir que je suis capable si je me lance pas pour voir si je suis capable? Mais ça, on se pose pas la question, on se dit c'est vrai. Quand je suis certain de réussir, faut que je me lance. Mais quand tu es certain de réussir, tu peux pas savoir si tu vas réussir, mais tu as confiance, c'est-à-dire que ton ego est convaincu que ça, tu vas l'avoir, puis tu vas pas être flatté après. L'inconscient, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un exprime l'énergie créatrice, il est tout content et il s'empresse d'aller le montrer aux autres, en espérant que les autres vont le voir sous le même angle que lui. Sinon, il va être déçu. La personne qui est humble peut se permettre d'expérimenter plusieurs choses, de circuler un peu partout dans son expérimentation, et elle n'est jamais freinée. C'est sûr qu'on peut dire qu'une personne qui est humble, c'est une personne qui n'est pas intelligente. Elle s'en va sur la rue, on y vole tout jusqu'à ses sous-vêtements, ça ne dérange pas. Ben, à un moment donné, la personne qui est intelligente, elle, si elle se suicide ou si elle reste cachée un mois de temps en dessous d'une galerie, ben, je me demande lequel qui est le plus avancé que l'autre. L'intelligence, c'est la possibilité qu'a l'homme de comprendre certaines choses ou d'associer de l'information. Mais l'intelligence intellectuelle ne va pas nécessairement avec le degré d'évolution réelle de la personne. La personne comprend que c'est inutile de se faire de problème, donc elle est humble. Et elle aura toujours suffisamment de confiance en elle, c'est-à-dire qu'en réalité, elle aura confiance dans la vie, donc elle aura confiance dans les énergies créatrices, donc elle aura confiance dans les énergies supérieures, en même temps qu'elle aura confiance dans les énergies inférieures. Sinon, la personne ne peut pas avoir confiance en elle. La confiance en soi, c'est lorsque l'on vibre d'une énergie qui nous met en relation avec l'extérieur. Et pour vibrer de cette énergie, je ne dois pas me servir du peu d'énergie créatrice qui se promène en moi pour nourrir mon ego et l'image que j'ai de l'ego. Donc là, je vais exprimer l'insécurité, donc le manque de confiance en moi. La personne qui est humble réellement, et on a différents degrés d'humilité, mais une personne qui ne s'en fait pas trop de manquer son coup va être capable d'essayer. Mais la personne pour qui c'est important de ne rien manquer ne pourra pas essayer grand-chose. Elle va essayer quelque chose, et si cela fonctionne, elle va se restreindre à refaire ce genre de choses, sans jamais vouloir essayer de trouver de nouvelles choses. On parle par exemple d'alchimie et de grand œuvre. Certaines personnes, par l'ego, vont vouloir faire le grand œuvre. D'autres personnes, par l'ego, vont se dire être incapables. Mais seule la personne qui est humble peut expérimenter et avoir la patience, parce que la patience et la confiance, c'est presque synonyme. Donc, la patience de persévérer. Qu'est-ce que c'est la patience, sinon un degré de confiance? J'essaie quelque chose, je manque mon coup. Mais ça n'a aucune importance. Il y a donc de l'humilité. Donc, de la confiance. Je ne suis plus dans l'énergie pour poursuivre. Fait que je vais mettre ça de côté, je me connais. Dans un an, je vais retomber dans cette énergie-là. En attendant, je vais faire d'autres choses. Mon énergie créatrice, elle peut s'exprimer de différentes manières. Mais je ne me brise pas en disant, ça, il n'y a rien à faire, je suis pas capable. Oui? Souvent, dans une situation de manque de confiance, on remarque qu'il y a une partie de la personne qui condamne l'autre. C'est comme si la partie condamnée, des fois, est plus grande que l'autre, parce que s'il l'écouterait et oserait le faire, comme tu dis, ce serait la solution à son problème. La partie de la personne qui condamne l'autre, c'est t'as une partie qui est l'ego, qui est l'image de l'ego, qui lutte contre l'énergie créatrice qui tend à s'exprimer. Lorsque l'énergie créatrice ou l'énergie intentionnelle s'exprime, l'être est en relation avec l'extérieur, donc il se sent bienvenu dans l'extérieur. Il se sent correct.
Même si tous ses désirs psychologiques n'arrivent pas à terme, il perçoit qu'il y a une espèce d'affinité avec l'extérieur, il y a une espèce de sincérité avec l'extérieur. La personne peut sentir qu'elle a une utilité, même si tout ce qu'elle veut créer ou tout ce qu'elle envisage n'arrive pas à terme. Mais la personne qui est insécure, donc la personne qui n'a pas de confiance en elle-même, elle a des critères d'évaluation qui sont totalement mémoriels, expérientiels, égoïques et qui sont illusoires. Moi, je dis que je vais avoir confiance en moi si, pour me lancer aux Olympiques, je lance un poids, puis si toute la gang à côté de moi lance moins loin que moi, ben là, ça me donne confiance en moi. Donc, mon ego est flatté. Si mon ego est flatté, je me dis, pour le flatter plus, il faut que je lance plus loin, puis il faut que je me lance là-dedans. Bon. Mais si je lance, tout le monde lance plus loin que moi, mon ego n'est pas flatté. Donc, si mon critère d'évaluation est l'énergisation de mon ego, ben, je n'aurai jamais de critères valables pour pouvoir décider si je dois me lancer dans une situation ou non. Donc, la confiance en soi, elle est synonyme de patience, mais l'illusion de cette confiance est reliée à l'énergisation de l'ego, ce qu'on appelle flatter l'ego. Tu veux te lancer dans n'importe quoi, si ça fonctionne la première fois, ça marche. Combien de personnes parmi vous sont gênées d'aller acheter un billet de loterie? Il y en a beaucoup, mais gagner une fois, vous serez plus gêné. Mais perdez régulièrement, vous allez être de plus en plus gêné. Sauf la personne qui est joueur. Bon, ça c'est un autre phénomène. On pourra revenir un petit peu plus loin, qui a rapport à l'illusion de la confiance en soi. La confiance en soi, elle peut être exprimée par l'énergie intentionnelle ou l'énergie créatrice qui tend à s'exprimer par l'homme, donc qui met l'homme en relation avec l'extérieur. Il y a donc une sensation que l'homme interprète comme étant une confiance en lui, mais en réalité, il a confiance en tout. Bon. Et ce qui va arriver, c'est que si tu places ta confiance dans un égrégore et non pas dans un tout imperceptible, tu n'as pas confiance en toi. Je reviens là-dessus. Si tu es dans une secte, si tu es dans un groupe, si tu portes un uniforme et que tu places ta confiance dans l'égrégore du groupe, sans le groupe, tu n'as plus de confiance. Tu n'as donc pas confiance en toi. Comme dans les forces armées, on ne développe pas la confiance en soi, on développe surtout la confiance dans les forces armées. C'est sûr qu'une personne, à travers l'expérience des forces armées, peut découvrir une confiance en elle. Mais on essaie surtout d'énergiser la confiance dans le groupe. La personne qui finit par avoir confiance en elle dans les forces armées, elle va pouvoir monter de grade. Pour qu'on essaie toujours de transmuer la confiance qu'elle a en elle transmuer en confiance militaire. Dans la vie, la personne qui a l'illusion de la confiance, c'est qu'elle est énergisée par l'extérieur et non pas par cette énergie créatrice qu'elle a en elle. Alors cela veut dire simplement que la personne devient un joueur. La personne essaie une chose, elle a confiance en elle et elle manque son coup. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'intelligence suffisamment développée pour en voir les effets. C'est-à-dire pour voir la conséquentialité de ce qu'elle veut faire ou pour voir la répétition inlassable des mécanismes qu'elle a déjà essayés. La personne, elle vise quelque chose. Qu'est-ce qui amène la confiance en soi? Cela peut être les besoins. La personne qui a besoin, par exemple, pour se valoriser, on revient toujours à l'ego, pour se valoriser de courir le marathon et qui a, lors de son dernier marathon, qui a eu un accident et qui s'est foulé une cheville, peut perdre l'idée de faire le marathon parce qu'elle a perdu la face, donc elle perd en même temps la confiance en elle-même. Parce qu'on a toujours le rapprochement entre ces deux phénomènes dans l'illusion de la confiance. Si elle restait son marathon, elle va s'essayer de foncer encore plus et elle va s'énergiser par l'énergie de l'ego des marathoniens, par l'énergie de tous ceux qui entourent le marathon et elle va être convaincue que cette fois-ci, elle va réussir. Mais en réalité, elle est aveugle, elle ne voit pas. Elle est camouflée, elle est énergisée par l'énergie extérieure, ce qui l'empêche de voir sa propre énergie créatrice. Donc, elle ne peut pas la placer là où elle devrait être placée, elle la place là où l'ego aimerait. La confiance en soi, c'est extrêmement relié à l'ego, c'est-à-dire le manque de confiance, qui est aussi l'illusion de la confiance, tu n'as pas une réelle confiance en toi, et l'humilité amène la confiance en soi authentique. Lorsqu'une personne a de l'orgueil, la personne va défendre sa confiance, la personne va défendre l'expression de sa créativité, mais en réalité, elle est énergisée par ses mémoires, elle est énergisée par l'extérieur qui tend à la manipuler pour l'initier. La confiance en soi, je le répète, que c'est simplement quand la personne arrive à être en harmonie avec l'extérieur. Quand est-ce qu'un enfant n'a pas confiance en lui?
seulement lorsqu'il a des échecs. Et lorsqu'il a des échecs, il apprend à sentir une énergie qui s'appelle déception, une énergie qui détruit légèrement l'image de l'ego. C'est ça une déception. Si l'enfant n'apprend pas à relier l'échec avec son image, donc il ne sera jamais déçu, il ne pourra pas se faire autrement que d'avoir toujours confiance en lui. Mais l'enfant qui a confiance en lui devra apprendre à doser sa confiance, c'est-à-dire à développer ce que l'homme appelle la prudence. Qu'est-ce que la prudence? La prudence, ce n'est pas de fonctionner sécuritairement. Parce que fonctionner sécuritairement, c'est fonctionner à partir de barèmes de sécurité qui ne sont pas nécessairement en relation avec l'intelligence de la sécurité. L'enfant qui est prudent, c'est donc un enfant qui apprend à connaître l'échec, qui apprend que l'échec, c'est une chose, que l'échec, c'est aussi un moyen d'apprendre, mais on ne doit pas vénérer l'échec pour autant, mais qui apprend quand même à être prudent sans avoir peur d'essayer. C'est-à-dire qu'il mettra pour essayer les meilleurs éléments. Moi, j'ai confiance en moi à 150%. Et j'ai donc confiance en l'extérieur. Mais avant d'essayer quelque chose, je vais vérifier si j'ai tous les atouts pour le faire. Parce que lorsque vous faites quelque chose, ce n'est pas vous qui le faites. On s'imagine souvent que c'est nous-mêmes qui le faisons. Mais si vous voulez vous lancer en affaires, il faudra que la demande existe. Il faudra que le marché soit possible. Il faudra aussi que le banquier vous prête. Il faudra plusieurs choses qui vont faire en sorte que vous allez avoir l'impression d'avoir tout fait. Mais vous n'aurez rien fait. Ce sera un amalgame de plusieurs situations. Donc, la confiance en soi, c'est bel et bien d'être en relation avec l'extérieur pour pouvoir comprendre que l'extérieur est en relation avec nous. Mais lorsqu'on s'imagine que telle chose va arriver, que si je fais tel mouvement, telle chose va arriver, j'ai confiance en moi, mais c'est dangereux parce que je m'en vais aveuglément. Je me fous royalement de l'extérieur, je décide que l'extérieur va faire ce que je veux, et je décide que je suis convaincu que l'extérieur va faire ce que je veux. Donc, je me dis, cette fois-ci, pas de problème, cette fois-ci, je vais où je vais, j'ai confiance en moi, mais je suis énergisé par l'extérieur, par mes expériences antérieures, par mes échecs antérieurs qui me disent que cette fois-ci, je vais réussir. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai l'illusion de la confiance, et cette illusion, selon le degré d'évolution de la personne, si la personne elle est spirituelle, elle va dire c'est Dieu là qui vient, je le sais, je le sens, cette fois-ci c'est le bon Dieu. Et quand j'ai le bon Dieu, pas le bon, mais le bon. Je me suis pas trompé, ce coup-là c'est le bon. Bon. Si la personne est au niveau mental, elle peut dire non, cette fois-ci j'ai tout vu. T'as tout vu, mais si ça ne fonctionne pas, j'ai tout vu. Donc, si ça fonctionne pas, t'as prévu comme dans une guerre, t'as prévu une retraite sécuritaire. Si on prend juste, par exemple, la Grande Armada espagnole qui a voulu conquérir à un moment donné l'Angleterre, elle a ramassé plus de vaisseaux qu'aucune flotte n'en a jamais connu. Elle a ramassé des flottes de plusieurs pays et c'était incroyable. L'Angleterre avait quelques navires de guerre à opposer à des centaines et des centaines de navires de guerre. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que l'amiral en chef de cette grande armada qui devait conquérir l'Angleterre avait prévu en France de conquérir un port là avant, au cas que s'il y aurait des tempêtes ou différentes choses, que l'armada puisse se retirer pour pouvoir venir dans ce port pour refaire ses forces. L'amiral est mort avant la grande attaque, donc celui qui a succédé s'est dit, ben voyons donc, au paquet de bateaux qu'on est, la confiance en soi, c'est ça. On avait tellement eu d'échecs que là, c'était évident. On a attaqué l'Angleterre et les ouragans ont détruit l'armada. Les vaisseaux des amiraux anglais, qui étaient les meilleurs au monde, ont fini de balayer le reste. Et les bateaux, n'ayant pas de port pour revenir, se sont perdus au nord de l'Angleterre et entre la Manche. Et l'armada a donc manqué son coup. Et par 2 fois, ils se sont essayés, par 2 fois, ils ont manqué leur coup. Et ce n'est pas de l'intelligence, même si mentalement, tu dis, ben non, voyons donc, 15 bateaux contre 1. C'est pas de l'intelligence, c'est de la confiance. Mais c'est une confiance qui est énergisée par l'ego qui se dit, voyons donc, crime, pense pas plus, attaque. Plus vite tu vas jouir, plus vite tu vas jouir. Donc, réfléchis pas plus, c'est évident. C'est pas évident. Si par hasard, tu aurais une mutinerie générale à bord de tes bateaux, ça arrivera pas.
comme ça qu'on fonctionne. Si, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, ça n'arrivera pas. Tu ne veux pas t'énergiser à réfléchir, t'es tellement confiant que cette confiance te flatte, tu es dans une énergie que tu aimes bien. Donc, c'est l'illusion de la confiance qui n'est reliée qu'au flattage de l'ego. Et s'il arrive quelque chose, encore une fois, tu subis la déception. La déception, c'est pas quelque chose d'authentique. C'est la perception que l'ego a d'un échec. Et il a l'impression que c'est lui qui subit l'échec. En réalité, il n'y a pas d'échec. Qu'est-ce que c'est l'échec? Vous voulez lever la main, vous levez la main. Vous voulez lever la main, prendre un nuage, vous n'êtes pas capable, il y a un échec. Qu'est-ce que c'est l'échec? L'échec, c'est simplement l'idée qu'on a au départ. Mais l'idée qu'on a au départ, c'est une idée qui devrait servir de support pour pouvoir dynamiser légèrement l'action. Ou, si on peut dire, canaliser l'énergie créatrice à partir d'une idée humaine, d'une idée psychologique. Mais lorsque l'idée enveloppe tout au complet et énergise la chose, c'est une idée. Donc, c'est une forme totalement astrale et elle peut facilement recevoir le secours énergétique du reste de l'astral. Donc, elle est manipulée, elle est énergisée par l'extérieur et la personne a l'illusion de la confiance en elle-même. Elle est sûre d'être sûre. Parce qu'elle a appris qu'il fallait être sûre d'être sûre. Alors, à un moment donné, moi, je vais dire que vous allez devoir, pour être sûr, d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr. Puis plus tard, le monde va dire, je suis sûr d'être sûr, d'être sûr. Mais ils sont pas plus sûrs que lorsqu'ils n'étaient pas sûrs. Alors, il faudra rajouter un paquet de sûrs. Ou inventer un autre mot. Puis continuellement, on fait qu'on continue à labourer là-dedans. La personne qui a l'illusion, c'est une personne qui est un joueur. C'est-à-dire que c'est une personne qui essaie. Et qu'est-ce qui amène l'illusion de la confiance en soi? C'est surtout le trou vacant en arrière. Donc, disons une forme de karma, ou si on pourrait dire, on a aussi le karma relatif, qui s'additionne au niveau des échecs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on manque d'énergie. On a suffisamment énergisé nos idées pour dilapider l'énergie qui aurait pu soutenir l'idée. Donc, on est en pénurie d'énergie. Et chaque fois qu'on est en pénurie d'énergie, on risque d'être illusionné par la confiance parce qu'on se dit, cette fois-ci, je vais être capable de tout récupérer, mon énergie. Et si c'est cette idée égoïque, donc c'est cette idée de sécurité, cette enfin, je vais faire en finir, qui vient énergiser, l'être n'a plus l'intelligence pour percevoir la conséquentialité ou pour percevoir le chemin. Il s'énergise et il est convaincu. Mais, normalement, ça fonctionne pas comme ça. Parce que chaque personne n'est pas nécessairement énergisée par la même dose d'énergie de la personne. Je m'ouvre un magasin d'auto. Et c'est une nouvelle forme d'auto, est extraordinaire. C'est évident que le monde va embarquer là-dedans. Tu fais un sondage, tout le monde en veut, tu ouvres ton garage, t'en commandes 3 fois plus parce que t'es prévoyant. Et puis en fin de compte, le monde vient, mais le monde n'achète pas. Pourquoi? Pour la simple raison que ce que tu n'as pas prévu, c'est qu'en même temps, il y a un autre genre de char qui est apparu, mais qui était déjà connu et qui s'est amélioré. Lui, il vend. Puis toi, c'était tout correct. Ou encore, le monde va simplement, ça ne tentera plus. Entre l'idée et l'application, il y a le temps. Dans ce temps, il y a transformation, il y a transmutation, ce qui fait qu'entre ton idée énergisée et sans conséquence et l'application réelle dans le temps, il peut y avoir une marge qui fait qu'à un moment donné, la personne subit encore une déception et elle devra finir à un moment donné par choisir une sécurité intelligente, mais non pas une idée de sécurité. Et une sécurité intelligente se paye. Soit, si on veut en parler d'une façon réelle, on ne parle pas d'énergie à cultiver, on parle plutôt d'essayer d'empêcher notre ego de se servir de l'énergie créatrice qui nous mettrait en relation avec l'extérieur pour pouvoir se créer une image. Et à partir de cette image, là, on essaie d'entrer en relation avec l'extérieur. Alors moi, je me fais une image et je me présente comme étant cette image. Mais si les autres me voient pas comme ça, je suis déçu. Si les autres n'en veulent pas cette image, je suis déçu. Et le problème de l'illusion de la confiance, c'est qu'en plus de se créer l'image d'une sécurité certaine, on bâtit l'image des autres pour qu'ils viennent énergiser notre sécurité.
c'est évident qu'ils vont en vouloir. Mes autos, c'est évident que le monde va en vouloir. Mais le monde, c'est leurs affaires. S'ils en veulent pas, t'as encore préjugé. L'illusion de la sécurité, c'est quoi? C'est que l'authentique humilité va avec l'authentique sécurité qui va avec l'authentique confiance en soi. Mais ces choses authentiques, ce ne sont pas juste des mots. Une sécurité, ça se paye. Tu devras mettre une dose d'énergie pour t'assurer quelque chose. Vous avez une sécurité financière ou vous avez une sécurité, si vous faites voler votre char, pas de problème. Mais vous devez payer pour avoir cette sécurité qu'on appelle une assurance. Et c'est intelligent d'avoir une assurance. Mais pour avoir une assurance, il faut mettre de l'énergie. Pour que cette énergie puisse fructifier, et à un moment donné, si on a besoin, elle reviendra selon le montant qu'on veut, ou qu'on a besoin, ou qui était prévu. Hein? Ça me coûte 300 $ par année m'assurer, mais si je me fais voler mon auto, on m'en donne 12 000. Et si après 15 ans, je me suis jamais fait voler mon auto, ben j'ai perdu combien? T'as rien perdu, fiston, parce que t'as été sécuritaire tout le temps de ces années-là. Et ça t'a permis de ne pas prendre un paquet d'énergie pour essayer de te créer une base de sécurité pour pouvoir te donner confiance en toi. Donc, tu n'as rien perdu. Tu l'as mis et tu ne te fais pas voler. Tu veux expérimenter, arrête de le mettre. Tu risques de te faire voler. La personne qui s'assure sur les deux côtés inutilement, la journée qu'elle s'assure sur un bord et qu'elle a un accident, on a une assurance chômage, mais je suis jamais chômeur. Peut-être, mais t'es sécure. Donc, tu peux exprimer l'énergie créatrice de façon à ce que lentement, pas trop vite, c'est plus lent, mais tu payes ta sécurité. Par contre, il n'y arrivera jamais rien qui va te nuire. Et lentement, tu te crées quelque chose. Et si tout d'un coup, ça va pas, tu as ta sécurité. Mais cette sécurité, il faut pas jouer contre elle. C'est-à-dire que si je me dis simplement, j'appelle mon assureur, puis je dis, oh oui, moi, t'as envoyé le chèque, pas de problème. Puis en attendant, je me dis, ben, je n'y envoie pas. Tu sais, je vais attendre. Je suis en sécurité pareil, il me cancellera pas, je suis un bon client. Mais à un moment donné, si l'assureur te cancelle, ben voilà. Ouais, mais là, je te l'envoie mon chèque. Non, je trouve que une autre compagnie, j'en veux plus. Il y a beaucoup de phénomènes qui amènent l'homme à être inconfiant en lui et donc à être insécure parce que l'homme crée l'idée de la sécurité, parce que l'homme crée l'idée de la confiance qu'il essaie d'énergiser. La confiance en soi, elle ne se cultive pas. Si elle se cultive, c'est l'illusion de la confiance parce que tu l'énergises toi-même à partir de tes propres énergies qui sont en relation avec ce que tu recherches. J'ai confiance que ça va être bon, j'ai confiance que je vais réussir, j'ai confiance que ci, que ça, que ça. Mais tu ne sais pas. Lorsque tu as confiance en toi, c'est que faire un échec ou réussir n'a plus d'importance. Là, tu as confiance en toi. Tu es humble et tu as confiance et tu es patient. Mais ce n'est pas quelque chose que tu as développé. Je vous répète que vous ne devez pas cultiver la confiance, mais lutter contre ce qui l'empêche d'être. Il y a un travail à faire que l'homme peut faire. L'homme ne doit pas cultiver. L'homme doit empêcher ce qui empêche la confiance. Parce que lorsque l'homme cultive, à un moment donné, un événement fait que l'homme l'interprète comme étant quelque chose que c'est en plein ça. C'est-à-dire que l'homme l'interprète, donc l'homme se sert de ce qu'il veut à l'intérieur et se dynamise avec. Se dynamisant avec, il obstrue sa vision, donc il a une confiance illusoire, mais il ne le sait pas, et il se lance encore. Ça, c'est un joueur qui est obligé de temps en temps de risquer les énergies de sécurité qu'il accumule pour pouvoir essayer d'avoir une sécurité officielle et authentique à vitam aeternam. Finir par régler. Cela peut fonctionner, mais jusqu'à date, je ne connais personne qui a réussi. Même ceux qui ont gagné à la loterie n'ont rien réglé. On doit se bâtir une base de sécurité authentique qui, quoi qu'il arrive, ne puisse pas disparaître. Et ce quoi qu'il arrive, il faut l'observer. Mais si j'ai une sécurité et je me dis, prochain char que je m'achète, c'est un char blindé. Fait que la compagnie d'assurance, tu sais, si le gars il chiale, ben, t'achètes ton char blindé, puis l'assurance, le gars te dit, ton char, je t'avais averti, il est trop lourd, on l'assure pas. L'assurer, tu veux que je l'assure pour l'extérieur, mais chaque fois que tu vas frapper quelque chose, ça va nous coûter 1 million. Fait que je t'avertis, si tu l'achètes, je ne t'assure pas. Oh, ouais, il va m'assurer, il a besoin d'argent. Puis s'il m'assure pas, tant pis, je n'aurai plus besoin d'assurance. Ça, c'est pas de la sécurité.
Puis si tu ne vois pas que l'assureur pourrait finir par couper, la personne qui boit et qui est assurée, quand elle a un accident et que la compagnie ne paye pas, elle les traite de chien, elle les traite de n'importe quoi. Mais c'est de sa faute à elle, parce qu'elle n'a pas vu ce qui se passait à l'autre bord. La sécurité, donc la confiance en soi, c'est lorsque je ne recherche plus la réussite ou l'échec. Mais si je me dis c'est financier, donc je dois réussir parce que les échecs financiers, c'est pas ça qui me dynamise. Non. Par contre, faut voir qu'est-ce qui te dynamise. Est-ce que c'est la réussite financière ou la réussite égoïque que tu camoufles sous l'idée financière? Parce que si c'est la réussite égoïque camouflée sous l'idée financière, c'est-à-dire que si tu as un besoin de finance, par exemple, si tu as des besoins, tu ne peux pas voir clair. Et c'est encore bien plus là qu'il est important d'être sécuritaire et d'être attentif. La confiance en soi, c'est lorsque je suis en relation avec l'extérieur, donc mon énergie créatrice me met en relation avec ce qui doit être créé. Et ça, c'est important. Alors, je laisse les choses venir en leur temps. Je ne dynamise pas l'idée. Tout d'un coup, moi, j'ai l'idée de fabriquer ou de faire tel genre de choses pour l'humanité, ou pour moi-même, ou pour ma famille, ou pour ma compagnie, ou pour quelque chose. C'est génial. Mais là, je suis trop énergisé. Je le fais pas. Puis ça, c'est intelligent. Parce que je ne peux pas savoir, je suis énergisé par mon idée. Donc, c'est le temps d'attendre. Faut pas que je me lance, je vais gaffer. Et souvent, on va se dire, non, là, j'ai toute l'énergie, ça veut dire que c'est le temps. Là, c'est le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps pantoute. De toute façon, essayez-le, vous allez voir, j'ai raison. C'est pas compliqué. C'est pas le temps. Si après un certain nombre de temps, l'énergie de l'idée disparaît, mais l'intelligence de l'idée reste, là, faut envisager. Et vu que je ne suis plus énergisé par mon idée, qu'il ne reste que l'intelligence de l'idée, je n'ai même plus nécessairement, je ne peux pas être dynamisé par le besoin du résultat de l'idée. Parce que là, on peut pas voir. C'est dur des fois. Parce que tu as besoin, mais tu peux te faire avoir encore une fois. Tu peux réussir, oui, on appelle ça un joueur. Ceux qui veulent jouer peuvent jouer, mais ils ont beaucoup plus d'échecs accumulés que de réussites accumulées. Puis nommez-moi pas le nom d'une personne sur la Terre qui, à un moment donné, a acheté la moitié de la planète. Il est mort. Et puis, il y en a eu qu'un. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne doit donc faire extrêmement attention parce que si elle est certaine, convaincue, elle n'a pas confiance en elle, elle a l'illusion de la confiance. Mais lorsque tu es assis, tu n'as plus le goût, tu observes, tu réfléchis, c'est intelligent si ça marcherait. Maintenant, c'est ce que ça va marcher. Tu regardes, si ça arrive pas, ça marche pas, si ça arrive, ça marche. Si ça arrive pas, ça marche pas, si ça arrive, ça marche. Calcule les choses. Mais là, tu n'es plus énergisé, sinon, c'est évident que ça va marcher. Pas de confiance en soi, ça. La confiance en soi, elle est primordiale, et la confiance en soi, c'est une chose que l'évolution va amener à l'homme. La confiance en soi, c'est l'expression involontaire de l'homme, de la relation entre l'homme et l'événement. Ça, c'est la confiance en soi. Mais lorsque l'homme met la volonté dans la confiance, il risque de colorer cette énergie. Donc, l'homme ne peut plus discerner entre le réel temps, donc la réelle relation entre l'énergie créatrice qui l'habite et l'extérieur qui attend d'être créé, donc d'être transformé. Si l'homme s'énergise, il ne peut plus voir le temps. Il croit voir le temps, il croit être prêt, il croit être sûr, il croit avoir tout calculé, il est confiant. Et là, on va dire que cette personne, elle est au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que l'énergie qui la soutient au niveau sécurité n'est pas celle qu'elle donne. Et cette personne peut même finir par avoir de l'arrogance au niveau de sa confiance, c'est-à-dire qu'elle est même capable de détruire plusieurs choses parce qu'elle est convaincue qu'elle n'en aura plus de besoin. Et ça, c'est la farce, c'est l'illusion, c'est initiatique complètement, c'est l'ego qui essaie de jouer. C'est un joueur. Et ce danger est complètement à l'antipode de la confiance réelle qui fait que tu es assis. Si on a confiance en soi, c'est qu'on a confiance que ce qu'on a comme idée va pouvoir s'exprimer. Si on a confiance que l'idée va pouvoir s'exprimer, c'est qu'on a confiance que l'extérieur va laisser cette idée s'exprimer. Donc, on a confiance en l'extérieur. Si on a confiance en l'extérieur, réellement, pourquoi n'avons-nous pas suffisamment confiance
pour laisser l'extérieur régir un peu le temps de notre expression. Je ne veux pas dire par là que nous devons nous en remettre simplement à la destinée. Ben, si ça arrive pas, ça arrive pas. Si ça arrive, ça va arriver. Il faut que tu exprimes l'énergie pour que ça l'arrive. Mais il faut aussi que tu l'exprimes d'une façon intelligente et non pas d'une façon émotive. Si tu l'exprimes d'une façon émotive, tu ne pourras pas voir quand cela doit être fait. Je veux un enfant, je veux 3 enfants, je veux 15. Maintenant, fais un. Et après ça, ben là, tu es pris des problèmes. T'as pas pu voir, t'as pas pensé. Mais après 2 ans, tu as toujours une idée derrière la tête qui peut être haute qu'émotive. Faudrait qu'elle soit haute qu'émotive. Après 2 ans, peut-être après 2 heures aussi, remarque bien. Et là, tu peux vérifier si tu as une confiance en toi, c'est-à-dire si tu n'es pas brimé par l'illusion de la confiance ou l'inconfiance. Chose qui est certaine, c'est que vous êtes capable de faire n'importe quoi à la condition d'être préparé. Et tout le monde peut se préparer. Donc, tout le monde ne peut pas immédiatement faire n'importe quoi, parce que tout le monde n'est pas immédiatement prêt à faire n'importe quoi. Mais tout le monde est prêt à se préparer. Mais la personne qui saute des étapes, « Ah, mais j'aimerais ça faire ça, mais je suis pas capable. » Apprends-le. Ben oui ou non. Bon, si tu veux pas mettre l'étape de la préparation, c'est évident que tu seras pas capable de le faire. Mais, en réalité, tu pourrais le faire. Passe par le temps qu'il faut. Tu veux planter des clous, mais t'as pas de marteau. C'est sûr que tu vas dire, je suis pas capable avec mes poings. Si je te dis, marche jusque là-bas, fouille dans le tiroir, t'as trouvé un marteau. Ah non, quand je cherche, je trouve jamais rien. Ah oui, mais là, c'est sûr que si tu vas chercher 2 yeux fermés pour bien être sûr que tu ne seras pas frustré d'avoir eu tort. Hein? C'est comme les personnes qui montent sur une montagne à cause que c'est l'apocalypse. Ils redescendent toutes dessus. Il n'y a pas eu d'apocalypse. Bon, il aurait préféré qu'il y en ait un pour au moins avoir eu raison. Alors la personne, c'est la même chose. Et ça, c'est le gros problème. Je ne veux pas avoir tort, ce qui fait que si je suis convaincu que je suis une loque humaine, un écueil, un récif, ben évidemment, je peux pas arriver à rien faire, mais c'est une illusion. L'homme doit, de prime abord, apprendre qu'il peut apprendre. Mais apprendre que nous pouvons apprendre, c'est le début de la confiance en soi. Mais ce n'est pas juste une phrase que l'on doit se dire moralement. C'est vrai que l'homme peut apprendre. Mais t'essayes-tu d'apprendre? Oh, j'ai pas le temps. Ah, c'est ça. J'ai rien compris non plus, parce que t'apprends tout le temps. C'est pas question de temps. L'homme doit après apprendre comment apprendre. Mais tout le monde peut faire ça, c'est la base. Mais tout le monde peut le faire. Mais la personne qui veut partir de là et dire, moi j'aimerais être là, je suis pas capable, donc inconfiance. Tu n'as pas confiance en toi. Et si tu fais ça à peu près avec tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'auras jamais confiance. L'homme doit se préparer. Et se préparer, c'est de l'intelligence, donc de la prudence. Mais la prudence, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'expérimenter quelque chose. Ça, c'est de la peur. La prudence, c'est la chose, l'énergie qui est intelligente. La prudence, c'est de l'intelligence. Je parle pas de la prudence qui est de la peur, qui est de l'astral. La prudence, c'est l'énergie qui va vous dire, ben oui, tu peux le faire, mais pas tout de suite. Il te faudrait ça pour avoir plus de chances de réussir. Ça, c'est pas jouer. Le joueur ne calcule pas ses chances. Le joueur est convaincu de la réussite. Si tu es prudent, tu fais attention, donc tu ramasses ce que tu as besoin. On appelle ça se préparer. Et lorsque tu crois être prêt, tu dois attendre. La confiance en soi est reliée à la patience, que j'ai dit, c'est un fait. Tu attends pour voir si tout d'un coup, tu ne découvrirais pas quelque chose d'autre. Et cette découverte de quelque chose d'autre, elle ne viendra pas à un moment donné, elle est déjà là. Mais vous ne pouvez pas l'apercevoir parce que si elle n'est pas déjà perçue, c'est qu'il y a encore une coloration du désir de l'ego. Et c'est contre cette coloration que l'homme doit travailler et non pas contre l'énergisation de la confiance. Vous avez tous confiance en vous, c'est-à-dire que l'univers a besoin de vous et vous en avez besoin. Pour ça, il n'y a aucun problème. Sauf que certaines choses en vous que vous cultivez inconsciemment font que cette confiance est étouffée. Elle ne peut pas paraître. Pourquoi elle ne peut pas paraître? Parce qu'il y a la peur. La peur, si on ôte la peur, on a confiance. Donc, on ne cultive pas la confiance. Je suis bourré de peur. C'est pas en cultivant la confiance en moi que je grimpe par-dessus ma peur que ma peur est réglée. Continuellement, quand on va dormir, on va retomber dedans.
La confiance, ça ne se cultive pas. C'est comme la paix. La paix, ça se cultive pas. Éliminez tout ce qui vous trouble, vous allez être en paix. Mais cultivez pas la paix, vous allez avoir un autre trouble, celui de vouloir avoir la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Non, on rit, mais c'est une chose évidente. On a des choses à ôter. Vous savez, quand on prend un gros bloc de pierre et qu'on veut en faire une statue, on rajoute pas de la pierre par-dessus. On prend un ciseau, puis on casse, puis on ôte de la pierre. Ça fait mal. Mais à force d'ôter ce qui nuit à l'expression de ce que l'on veut voir, on finit par avoir l'expression. Et après, on sable, on ôte un petit peu, puis on raffine, puis on finit par avoir la chose. Mais l'homme, lui, tient tellement à son grenier et à ses mémoires qu'il essaie d'accumuler pour essayer de former ce qu'il veut avoir. Mais plus l'homme essaie d'accumuler, plus il croit réussir à avoir cette sécurité et cette confiance. Mais vous savez que si vous prenez un sac à dos et que vous allez en Amazonie, alors il vous faut une flashlight pour être une lampe de poche pour être en sécurité, une hache, un fusil si c'est en Nitro Express, en cas je rencontrerai un éléphant, 400 livres de balles de fusil, de la nourriture pour 2 ans, plein de sacs de toilettes parce que je sais pas si m'a trouvé ce qu'il faut là-bas, des écrases tarentules, de l'antidote contre le scorpion, puis on en met pour être sécure. Oui, on va te retrouver mort aplati en tout ton sac. Mais c'est ce qui arrive avec l'homme. L'homme s'enfuit, l'homme se démolit, l'homme peut pas avoir confiance en lui. Chaque fois que l'homme se promène avec sa sécurité, il se dit, si je suis attaqué, ça va le temps de m'en servir. C'est le temps d'ôter le sac à dos, de tout déposer ça lentement pour casser les fioles d'antidote, mettre ça à terre, fouiller dans tout le chahut pour trouver, l'homme n'a pas de sécurité. Alors l'homme se paye des porteurs. Mais à un moment donné, le porteur a peur. Et puis l'homme s'en met des supports pour essayer d'accumuler cette sécurité. Et l'homme s'illusionne continuellement. La sécurité, c'est relié à la confiance en soi, qui est relié à la patience, qui est relié à la connaissance réelle de la relation entre ce que nous exprimons et ce qui va être exprimé. Là, il y a une relation entre la vie et la vie. Il y a confiance. Pas d'échec, pas de réussite. J'ai une sécurité que je paye parce que présentement, je ne suis pas suffisamment mentalisé ou supramentalisé pour voir clairement ce qui doit être. Donc, je dois payer cette sécurité, cette assurance. Elle peut coûter très cher, mais elle te permet peut-être de manquer de certaines choses, mais tu es sécuritaire que tu ne perdras pas le reste. Et lentement, tu essaies d'envisager si tu peux pas grossir un peu, mais pas penser tout changer ta vie tout d'un coup. Parce que là, tu risques de ne pas payer la dette de sécurité. Et si tu es suffisamment énergisé par l'illusion, tu vas te dire, pas de problème. Il risque d'avoir un gros problème. Parce que cette sécurité que tu payes peut-être cher te garantit d'être là quand tu vas en avoir besoin. Si tu penses pouvoir t'en passer parce que tu as confiance en toi, c'est l'illusion de la confiance. Et là, tu dynamises ce que tu veux faire, tu te fous du temps, tu crois que le temps est prêt, tu es convaincu que c'est correct, parce que sachez bien que la personne qui manque de confiance, c'est une personne qui a vécu des échecs. Et chaque fois, on se dit, ce coup-ci, j'ai en masse d'expérience, je recommencerai pas. Parfait. Mais tout d'un coup, les énergies de tout ce phénomène astral à l'intérieur de l'homme, disons, énergisé par l'astral extérieur aussi qui tente d'être initié, disons, va faire en sorte à un moment donné qu'un événement va être interprété par toi comme étant le signe tant attendu. Et là, tu t'énergises toi-même à partir de cette idée. Et ça, c'est l'illusion de la confiance où tu risques de ne plus payer ta dîme de sécurité. Et si tu veux te passer de la sécurité, pas de problème. Mais toute l'énergie que la personne va devoir mettre pour entretenir cette confiance en elle va lui coûter beaucoup plus cher que ce qu'elle mettait avant pour avoir la sécurité. Et si en plus ça manque, elle n'a plus rien parce que le reste ne viendra pas l'aider. C'est l'illusion d'une confiance ou l'illusion d'une sécurité. Et si l'assureur a laissé tomber, personne n'est là. Et l'assureur peut représenter plusieurs choses, vérifier bien des choses. De temps en temps, c'est notre femme, de temps en temps, c'est nos enfants, de temps en temps, c'est notre employeur, de temps en temps, c'est notre assureur, de temps en temps, c'est le service militaire, de temps en temps, c'est la police, de temps en temps, c'est plusieurs choses. On ne veut plus de police parce que quand moi je fais quelque chose, c'est tannant, et surtout dans mes jambes. Mais la journée qu'on vient me le faire puis que j'ai réussi à faire voter le fait qu'on l'éliminait, là, j'ai plus, là, arrange-toi.
il y a plusieurs choses qui dynamisent l'illusion de la confiance. La confiance, ça ne se cultive pas. La confiance, ça n'apparaît pas à un moment donné. Bang! Ça y est, j'ai confiance. Oui, tu as confiance. Tu vas aussi subir des déceptions. À un moment donné, le joueur, et la majorité du monde sont joueurs quand cela regarde la confiance, vont dire, oui, mais cette fois-là, j'ai tout prévu. Non. Non, absolument pas. Parce que tu es énergisé, tu n'as pas pu voir clair. Tu as créé ce que tu voulais et tu dis, gars, c'est tout là. Mais si ça, c'était pas là, puis si ça marchait pas, ça va marcher. Bon. Là, c'est l'illusion. Si tu essaies de dire, ouais, si ça marche pas, tu commences à éliminer ce qui énergise ta sphère. Tu te rapproches de la vue plus claire. Et quand tu auras la vue totalement claire, tu seras dans un état de confiance à la condition que ta vue soit claire. La vue claire, elle est entre deux pôles. Entre le pôle qui dit « je vais réussir » et le pôle qui dit « je réussirai pas ». La confiance en soi, elle est dans la vision claire. Pas dans la vision du juste milieu. C'est pas question de dire « j'ai peur, puis j'ai pas peur, ça fait que j'ai pas peur, puis ça fait que j'ai confiance ». À un moment donné, la personne va se dire « ça marche pas, ça marche pas », donc tu élimines un peu ce qui énergisait ton illusion de confiance. Et à un moment donné, aussi, tu peux arriver psychologiquement par te dire « ouais, c'est vrai que ça marchera pas, puis là, tu recommences dans l'autre sens. Tu n'as toujours pas vécu le moment de confiance en soi. L'enfant a confiance en lui tant qu'on l'éduque à interpréter l'échec comme l'atteinte à l'intégrité de son image, donc tant qu'on l'éduque à subir les déceptions. Sinon, l'enfant a confiance en lui. Il essaie des choses et puis on joue. On joue à corde de danser, on s'en fâche, puis on rit. Mais lorsque ça devient important, parce que plusieurs personnes sont venues voir ce que tu faisais, ou parce que tes parents sont là puis ils te regardent, puis ils ont toutes mis leur confiance dans toi, puis tu manques ton coup, puis là, leur confiance en mange une claque, que tu vas d'ailleurs subir par après, évidemment, tu apprends. Tu apprends. Mais la confiance en soi, c'est lorsque l'homme ne recherche ni défaite, parce que certains hommes recherchent des défaites pour se prouver qu'ils sont imbéciles, et qu'on ne recherche pas non plus de réussite, parce que certaines personnes recherchent des réussites pour se prouver qu'ils ne sont pas imbéciles. L'homme est ce qu'il est, et l'homme doit exprimer ce qu'il est. Et le travail de l'homme, c'est d'essayer de rabaisser ce qui vient étouffer, donc d'éliminer ce qui tend à empêcher ou à colorer l'expression de l'énergie intentionnelle ou créatrice. Tu dois avoir une question certaine. Tu as parlé des deux pièges qui la pénurie d'énergie puis l'énergie qui est trop, l'idée qui est trop dynamisée. C'est quoi la vraie prime d'assurance ou la vraie prime de sécurité qu'il faut que l'homme paye finalement? Ça dépend ça de la personne. Ça dépend de ce qu'elle a besoin. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend premièrement de son karma. C'est-à-dire des perturbations énergétiques, des turbulences énergétiques qui tournent encore autour d'elle. Donc, qu'elle a en arrière d'elle et qu'elle traîne comme une vanne. Cela dépend aussi de la densité énergétique de cette illusion de confiance. Cela dépend aussi de l'insécurité qu'elle a. Parce que si ton auto vaut 12 000, mais tu veux l'assurer pour 1 million parce que tu es convaincu qu'à 12 000, ça ira pas, il faut que tu payes plus cher. Si tu veux t'assurer pour un paquet de petits cossins, il faut que tu payes plus cher. Et ce n'est pas à toi de déterminer, je paye suffisamment cher. Non. C'est à l'assureur de le déterminer. Sinon, change de compagnie d'assurance. C'est pas à toi. Qui est l'assureur? L'assureur, c'est une forme d'énergie que tu es capable de mettre en stagnation. On parle d'un karma négatif, on parle d'un karma positif. Disons que l'assurance serait une espèce de karma positif, et quand on parle de karma positif, disons qu'il va énergiser la personne, donc la faire avancer, au lieu de venir suctionner son énergie, parce qu'en réalité, il n'y a pas de négatif ou de positif, il y a un état de choses. L'assureur, disons, c'est une chose énergétique qui peut s'exprimer, comme tout à l'heure je le disais, comme étant ton assureur, ton employeur, ta femme, ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes employés. Tu sais, par exemple, tu bannis tes employés, tu t'en fous de tes employés, la compagnie vient de faire $1 million, fait que je suis pas content qu'ils s'en aillent, on en engagera d'autres. Mais ce serait beaucoup plus sécuritaire de t'organiser pour plaire à tes employés si tu as le pouvoir financier pour qu'eux autres s'énergisent, et l'assurance, c'est les employés. En plus peut-être d'une compagnie d'assurance, etc. On a des compagnies de transport, par exemple, qui vont donner une prime de l'heure à leurs camionneurs, leurs chauffeurs, pour chaque nombre d'heures où ils n'ont pas d'accident.
mais tu payes une assurance, 25 cents de l'heure. Ou, ben, il y a plus d'accidents, puis tu payes l'autre assureur, ou tu payes les réparations, mais tu payes de toute façon. Sinon, tu as un camionneur qui meurt, parce que tu n'as pas été assez sévère. Parce qu'il y a plusieurs choses. La prime d'assurance, elle se répartit de plusieurs façons. Mais le gros danger, c'est lorsque tu es sûr. Et quand tu es sûr de comprendre quelque chose, c'est une chose. Mais lorsque tu es sûr de réussir quelque chose, c'est une autre chose. Parce que d'être sûr que l'on comprend, cela ne demande pas une confiance. Il peut y avoir un grand danger lorsque tu finis par être sûr d'être sûr dans ta psychologie, pour essayer de copier. Mais lorsque tu es sûr d'être sûr de réussir et que tu as un besoin de réussir, là, il y a un danger. Parce que ce sûr d'être sûr de réussir peut être complètement coloré par le besoin de réussir. Et ce besoin peut être dynamisé par le tourbillon karmique en arrière de la personne, comme par l'ego aussi de la réussite de la personne. Et cette expression énergétique est l'illusion de la confiance en soi. On est convaincu d'avoir étudié, mais tu observes avec des lunettes fumées, ce qui fait que tu ne peux pas déterminer la couleur réelle de la chose. Allez dans un magasin de tapisserie avec des lunettes fumées roses et choisissez vos tentures, vos tapisseries pour votre foyer. Ah, ça va bien aller avec les meubles, c'est la même couleur. Si vous observez les meubles avec vos lunettes, ça peut aller. Mais si une fois à la maison, vous ôtez vos verres fumés roses et puis qu'on vient vous livrer vos tapisseries, ben vous allez dire, c'est pas ça que j'ai commandé. Ben, remets des lunettes, ils vont avoir la même couleur, ça va aller avec tes meubles. Mais ôte tes lunettes, c'est plus la même couleur. Parce qu'il y a une coloration. Donc, la personne qui est sûre d'être sûre de réussir, la réussite, on n'est jamais sûr d'être sûr de réussir. Il ne faut pas. Parce que là, c'est réellement le piège illusoire de la confiance. Parce que ce qui va être, c'est ce qui va être. Et ces choses vont être dans leur temps. Et lorsque la personne est sûre et qu'elle a un besoin, il y a un gros problème. Vous avez absolument besoin d'une auto, vous allez en acheter une en courant à toute vitesse, puis en plus, vous avez l'argent pour l'acheter. Quand vous allez avoir roulé un peu avec, là, que là, vous n'avez plus besoin d'auto, vous en avez une. Vous allez commencer à regretter d'avoir pris celle-là. Là, vous allez vous dire, une semaine ou deux de réflexion m'aurait peut-être permis de... Bon, ça, c'est facile pour une auto, c'est pas trop mal. Mais lorsque c'est sa vie au complet qu'on met, ou lorsqu'on répète encore, la confiance, c'est quelque chose qui ne se cultive pas et qui n'apparaît pas soudainement. C'est quelque chose qui lentement tend à être exprimé parce qu'il y a contrôle sur ce qui empêche l'expression de la confiance. Mais lorsque tout d'un coup, on a un boom énergétique, c'est extrêmement dangereux parce que les booms énergétiques ne sont pas de l'intelligence. L'intelligence règle ces booms énergétiques. La personne y va graduellement pour ne pas être brûlée. Lorsqu'on a un boom énergétique de confiance, on est énergisé par une sphère de besoins, de désirs et un paquet de phénomènes de l'astral qui nous empêchent, même si nous devrions agir, on est sûr de presque certain de manquer son coup parce qu'on est tellement coloré qu'on ne verra pas où on va. Alors donc, la meilleure chose à faire lorsqu'on a une confiance accrue en soi, c'est de vérifier si on a confiance en soi. Donc, attendons. Et lorsque je dis d'attendre, je veux simplement dire d'attendre qu'on n'ait plus ce besoin ou ce désir ardent ou cette sécurité certaine de réussir. Et lorsqu'on a plus ce genre de choses, on observe intelligemment les mécanismes. Et il faut faire attention pour ne pas, chaque fois que l'on observe, oui, c'est vrai que ça pourrait être bon. On avait laissé on recommençait avec ça, la sincérité. Je me dis, souvent, je veux dire, le test qu'on se fait quand on n'a pas confiance en soi, bon, on va ouvrir avec des personnes qui ont un degré de sincérité peut-être semblable au nôtre. À ce moment-là, on prend pas de risque, dans le sens un peu comme tu parlais tantôt, que si on manque notre coup, on est certain que tu recules pas, tu te désénergises pas, comme on pourrait dire. Mais à cette heure, ce que tu parlais dans la première partie, c'est qu'il faut extendre ça beaucoup plus loin que ça, dans le sens de, je dirais pas d'énergifier ton environnement, mais de t'énergifier à même l'environnement, là. Il y a quelque chose là il y a à aller plus loin, beaucoup plus loin. Ben, donc, on va juste faire un petit retour sur la sincérité quand même. Hein? La sincérité, elle est de deux ordres. La première sincérité, c'est lorsque une personne essaie de voir si ce qu'elle a fait est en accord avec son concept. Ça, c'est être sincère avec soi-même. Mais cette sincérité-là, c'est une illusion, encore une fois. Parce que j'aurais pas dû voler, j'ai volé. J'ai été sincère avec moi-même.
Ou encore, ben, faut que tu fasses ce que tu veux faire pour être sincère avec toi-même. Ça, c'est pas nécessairement intelligent non plus. J'ai l'idée que je devrais faire ça, donc si je le fais, je suis sincère avec mon idée, avec mon concept. Mais le moi-même là-dedans, c'est pas rien qu'un concept. On n'est pas nécessairement sincère avec soi-même. Et la sincérité, ben, c'est aussi une forme de manipulation qu'une personne va essayer va pouvoir se servir pour amener quelqu'un d'autre à ses idées. Essaie donc d'être sincère un peu, là. Ben non, sois donc sincère avec toi-même, là. Toi-même, t'es pas sincère avec toi-même, là. Bon, alors c'est une forme de manipulation. La sincérité, c'est lorsque la personne, elle est capable, c'est bien simple, la sincérité. C'est simple, trop simple. Lorsque tu es capable simplement d'accepter les choses que tu sais, les choses que tu sais pas, puis de discerner la croyance des choses que tu sais pas, qui essaie de transmuer ces choses-là en choses que tu sais, lorsque tu es capable de savoir ce que tu sais sûr, puis ce que tu crois savoir, ou ce que tu ne sais pas, tu es sincère. Il n'y a pas d'autre sincérité. Par contre, être sincère avec moi, dans le sens où on l'emploie, c'est simplement que j'ai une conception morale et je devrais agir selon cette conception, donc je suis sincère avec moi-même. Cette sincérité, Confucius en a parlé beaucoup. Il a parlé, lui, de l'intégrité, disons, et de l'honnêteté. Être sincère avec soi-même et être sincère avec les autres. Ou être honnête. Mais encore là, c'est une forme morale hautement développée, mais qui, encore là, disons, chez une personne qui se conscientiserait ou dans l'étape actuelle de l'évolution de disons, au moins de la salle ici, d'une grosse partie de la province de Québec, la sincérité conceptuelle ne devrait plus avoir lieu. Je suis sincère avec moi-même parce que je sais ce que je sais ce que je ne sais pas. Donc, je suis capable de croire, de découvrir ce que je crois savoir, mais je sais que je ne l'ai pas expérimenté, donc je suis sûr que c'est vrai, mais en réalité, je sais que je ne le sais pas. La réincarnation, j'y crois, mais je ne le sais pas. Dieu, j'y crois, mais je ne le sais pas. La vie après la mort, j'y crois, mais je ne le sais pas. Ça, c'est la sincérité. Ma femme me trompera jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Mon mari ne me trompera jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Mes enfants se drogueront jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Je ne fumerai jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Je ne me droguerai jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Alors, si on est capable d'être sincère avec soi-même, on a déjà un mot, t'as 10 gros paquets de problèmes qu'on élimine. Parce qu'on n'est pas obligé de toujours essayer d'être sincère avec soi-même. C'est-à-dire essayer de partir, mais j'ai toujours dit que je fumerais pas, fait que là, je peux pas commencer à fumer. Mais il n'y a pas question de sincérité avec toi-même à ce niveau-là. Il y a question de conflit avec toi-même. La sincérité, c'est de discerner ce que tu sais de ce que tu ne sais pas. En ce qui concerne la confiance, la sincérité, c'est lorsque la personne est suffisamment donc sincère en ce sens qu'elle sait ce qu'elle sait et elle sait ce qu'elle ne sait pas. Et elle n'essaie pas de colorer ce qu'elle ne sait pas pour lui donner l'image d'un savoir ou d'une connaissance certaine. Et cette personne, elle arrive donc à pouvoir être humble réellement. Elle est capable d'être confiante en elle, donc en l'extérieur, dans tout. Si je meurs, je meurs. Ça, c'est une chose que je sais. Donc, je me rapproche de la confiance. Et tant que je ne serai pas mort, je vais vivre. Ça aussi, c'est une chose que je sais. Mais tout le reste qui englobe ça, ce sont des spéculations qui ont une bonne base, qui peuvent être correctes, qui peuvent servir à quelque chose, mais qu'on ne doit pas transmuer en savoir certain tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et si on veut parler de réalité, une chose qui est expérimentée est certaine pendant l'expérimentation, mais elle ne l'est plus après l'expérimentation. Donc, l'intégrité, la sincérité réelle, la sincérité sincère, c'est une sincérité qui ne se cultive pas elle non plus, qui ne se recherche pas. Les vertus, ça se cultive pas. Tu les as ou tu ne les as pas. Mais ça ne s'attrape pas non plus, c'est pas contagieux. En réalité, tu les as, mais ils sont bien camouflés. Faut éliminer les choses. Tu tries sur le dessus avec. En quoi peut être néfaste la confiance en soi nourrie de l'extérieur si cette approbation renforce une confiance propre à notre nature, non égoïque, réaliste? C'est que si cela renforce quelque chose en soi, c'est parce que ce que nous avons ne nous appartient pas, mais il appartient à l'extérieur. Et tant que cela appartient à l'extérieur et donc pas à nous, nous ne pouvons pas le contrôler. Donc, ce n'est pas sécuritaire. Ce n'est pas certain.
ça ne restera pas là toujours. Et en plus, étant donné que cela nous énergise, si cela énergise ta lucidité et non pas ta confiance en toi, il n'y a aucun problème. Tu vas voir plus clair. Mais si cela énergise ta confiance en toi, tu risques d'être encore moins lucide, parce que plus certain. Il y a un voleur dans la maison. Ah, mais je l'ai vu par l'œil, il y allait tout petit. Aucun problème. L'extérieur vient t'énergiser. Moi, sauter dessus, il n'y a rien là. Tu rentres en dedans, puis il est tout petit, mais l'autre à côté, c'est un corps arrière d'une équipe de football. Avec tout son équipement en plus. C'est celui avec clous. Alors, toi, tu étais certain. Et si tu continues à être certain, ben, tu vas être de moins en moins lucide. À un moment donné, tu risques de plus l'être pas en tout, d'ailleurs. C'est en train de te réveiller à l'hôpital. Si tu ne te réveilles pas mort. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, cette énergisation, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle fait office de lunettes fumées, de voile. La personne ne peut pas être lucide. Si l'extérieur énergise ta lucidité, cela veut dire que l'extérieur ne te donne pas le goût de le faire plus rapidement, ne te sécurise pas, ne te donne pas plus de confiance, elle ne fait que te donner une vision. La confiance en soi, elle ne se cultive pas. Je pense que ça va dire. Hein? Bon. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une confiance en soi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tu as une confiance en toi qui ne peut pas être énergisée. Si elle peut être énergisée, ce n'était pas une confiance que tu avais. Tu avais besoin pour avoir confiance de plus d'énergie. Donc, tu es dans l'illusion énergétique, et cette illusion énergétique peut, quelle que soit sa dose, mais c'est plus grave, plus c'est dosé, c'est-à-dire que plus il y a d'énergie qui la dynamise, elle va automatiquement t'empêcher de voir clair. Alors, si c'est juste un petit peu d'énergie qui vient te stimuler, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Mais ce n'est pas nécessairement dangereux, parce que tu vois quand même assez clair. Mais plus cela vient, et ça, c'est un phénomène psychologique, donc émotif, qui s'énergise tout seul facilement. Alors, je me sens un petit peu énergisé, je vois plus clair, puis je trouve que j'ai raison. Fait que je me sens encore plus énergisé, je vois un peu moins clair. Parce que là, je suis sûr. Puis là, je regarde, c'est évident. Je suis encore plus énergisé, je vois encore moins clair. C'est ça qui est le danger. C'est toujours mauvais, c'est pas nécessairement dangereux, mais ça amène facilement au danger. Lorsqu'une personne est certaine d'elle, regardons par exemple les professionnels. Ceux qui se blessent, ce sont les néophytes qui commencent, par exemple, dans un chantier de construction ou comme conducteur de véhicules d'urgence. Ceux qui vont se blesser, ce sont les premiers, ceux qui commencent, qui n'ont pas assez de confiance en eux, c'est-à-dire qu'ils ont une confiance dans le fait qu'ils sont pas capables. Oui. C'est rien que de confiance, alors je vous l'ai dit, mais c'est une illusion, c'est une farce. Sérieux. Donc, elle peut avoir un accident parce que cette insécurité l'empêche de réagir. Donc, son énergie, au lieu d'être placée dans l'efficacité, il est placé dans l'alimentation du fait que tu n'es pas prête. Et selon ta psychologie, moi j'ai besoin de 5 ans d'apprentissage, moi j'ai besoin de 2 semaines, moi j'ai besoin d'une heure, va faire en sorte que ça va te prendre le temps que tu vas avoir décidé. La personne qui est professionnelle, qui s'en va bien sûr d'elle, pas de problème. Elle aussi, elle a des accidents. C'est entre les deux qu'on a le moins d'accidents. Autant sur les chantiers de construction, sur les bateaux, dans les forces armées, dans n'importe quel genre de choses. La personne qui est couturière, c'est rare que la nouvelle va même se coudre le doigt avec le linge. La professionnelle va être bien plus sujet à se faire blesser. Parce qu'elle est moins attentive, parce qu'elle est certaine, parce qu'elle voit moins clair. Elle est donc énergisée, elle a confiance en elle. Mais une confiance qui est reliée à l'expérience, et l'expérience, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'énergie créatrice, donc qui n'a rien à voir avec la confiance réelle. Alors, elle a confiance et elle a un accident. Par après, elle sait que par expérience qu'elle a déjà eu un laps de temps sans accident, donc elle a appris, et là, elle fait attention. Donc, elle n'a plus confiance, ce qui lui donne la confiance réelle. Mais se faire énergiser, ça, c'est simplement que si tu as une confiance qui peut être énergisée, c'est que cette confiance-là, c'est l'illusion d'une confiance réelle. Et cette confiance a besoin d'énergie, elle a besoin d'être nourrie. La confiance ne se cultive pas, donc elle ne se nourrit pas. C'est pourquoi c'est dangereux. Ce qui arrive, c'est que nous, on a une tendance, disons, qui est dangereuse, d'essayer de prendre une personne qui n'a pas confiance en elle, et au lieu de lui faire voir les choses comme elles sont, on essaie de lui faire voir comme elles ne sont pas, mais à l'opposé.
Donc, on lui donne confiance. Voyons donc, t'es capable, y a rien là, n'importe qui peut faire ça, t'es capable moi-même, t'es capable toi aussi. Si tu manques ton coup, c'est pas plus grave que ça. Tu dis ça en sachant très bien que toi, si tu manquerais ton coup, ce serait grave. Peut-être pas sur le moment, mais on est tous dans cet état-là. Et on essaie d'énergiser. On prend de notre énergie et on essaie d'en faire l'énergie de la personne. Là, la personne a confiance en elle tant que t'es là pour la soutenir, tant qu'elle a sa drogue. Mais à un moment donné, ça tombe. Combien de personnes trouvent le courage dans une bouteille? Mais ils en ont besoin. Alors, la confiance réelle, c'est sûr que présentement, si tu as peur de sortir du salon à la fin de la conférence, deux, trois tapes sur l'épaule, puis un petit coup de pouce, ça va t'énergiser. Mais ça va t'énergiser juste suffisamment pour te monter du degré négatif au degré presque neutre. Ou un petit peu en haut. Il ne faut pas que j'en mette plus que ça. C'est dangereux en crime. Que tu sois bien confiant, que tu sortes, tu te casses une jambe en sortant, simplement parce que tu n'as pas regardé les escaliers. Et là, tu vas te dire, ben là, c'est à cause que je savais que je n'étais pas capable de sortir. Ça n'a aucun rapport. L'homme interprète comme ça lui plaît. La personne qui est bien confiante en elle, chaque fois que les occasions, que les événements de la vie lui donnent raison, elle se dit, elle se motive. Mais elle a autant de problèmes, donc de choses qui ne fonctionnent pas, que l'autre qui, chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, se motive à se dire, je savais que je suis pas capable. Et elle a autant de réussite que celui qui réussit. Mais elle est énergisée par ce qui ne va pas au lieu de l'être par ce qui va. Mais ces deux personnes ont le même genre de phénomène, et à un moment donné, par attraction énergétique, la personne qui se sent inférieure recherche toutes les choses qui peuvent lui prouver qu'elle est inférieure, tandis que la personne qui se sent supérieure recherche toutes les choses qui vont lui prouver qu'elle est supérieure. Encore là, c'est un jeu de l'ego qui tend à se flatter. Moi, j'ai raison, je suis un cave. Tu te flattes. Puis moi, j'ai raison, je suis meilleur que tout le monde, je me flatte. Faut bien voir là le même mécanisme qui s'exprime différemment. Mais c'est pas à l'expression de quelque chose qu'on en connaît réellement le fondement. La personne qui s'énergise un petit peu par l'extérieur, elle tend, non pas qu'elle a une tendance, mais elle tend inconsciemment à s'en aller vers cette sécurité fallacieuse, une sécurité qui te dit qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien et que tu es sûr d'être sûr. Et quand tu es sûr d'être sûr et que tu peux même être sûr d'être sûr, bref, toutes les fois que ça, on peut l'énergiser un peu plus, il y a un gros danger. C'est dans la sécurité de la psychologie, donc elle colore la lucidité, tu peux pas voir. Alors, encourager juste quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose pour l'expérimenter, c'est pas nécessairement mauvais. Mais il faut pas l'encourager de façon à ce qu'il soit déçu s'il manque son coup. Et il faut pas non plus mettre notre confiance dans quelqu'un d'autre. C'est vraiment un exemple parfait d'insécurité, ça, mettre notre confiance dans quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas capable, mais lui est capable. Puis si lui réussit, c'est moi qui réussis. C'est ça, mettre sa confiance dans un autre. Alors, faut faire attention. Avoir confiance en quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Mais avoir confiance, en nous, et donc en l'extérieur automatiquement, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences, à part des expériences de survie, là, qui vont permettre d'énergifier la lucidité, comme tu parlais? Ben oui. Toutes les expériences peuvent permettre d'énergiser la lucidité mentale, sauf que l'ego ne doit pas transparaître pour essayer d'absorber cette énergie pour pouvoir s'en nourrir. Si moi, j'arrive à un moment donné, puis ça arrive souvent que je vais le dire à des personnes avec qui je travaille, tu t'améliores. Puis ce que tu fais là, c'est réellement bien fait. Oh non, je dis pas ça pour te complimenter, je te dis que je constate quelque chose. Je parle à son mental, puis son ego est là, oh non. Es-tu content que j'ai dit? Parce que j'ai dit, t'as raison, c'est vrai, t'es pas si bon que ça. Ah là, tu es frustré. Alors, l'ego est là parce que l'ego se sent flatté, puis évidemment, il a appris à être humble. L'ego. Alors, ce qui fait que, c'est pas mal bon, ça. Bon, non, c'est pas, on n'a pas qui aurait pu faire ça. C'est vrai, on n'a pas qui aurait pu faire ça. C'est pas si bon que ça, je m'excuse, tu t'en vas. Ça va ce qui va se passer. Mais quand tu t'adresses au mental de la personne, l'ego n'a rien à foutre là-dedans, je constate que ce que tu viens de faire est parfait. Quand on dit parfait, on s'entend, mais je vous dis, c'est très bien fait.
Personne, ouais, c'est vrai, j'ai très bien réussi ce coup-là. Elle se vante pas. Si on communique mentalement, il n'est pas question de vanter. On est humble. Ce que tu fais bien, tu le fais bien, merde, c'est tout. Mais il n'y a pas question de vantardise ou quoi que ce soit. Par contre, la personne qui peut tout faire, mais qui ne fait rien, se vante. Puis la personne qui fait bien et qui va le dire, se vante. Mais comment tu conduis, toi? Je conduis très bien. Ensuite, t'atrofes pas. Mais si elle dit je conduis très mal, t'atroferas pas plus. Fait qu'est-ce que tu veux savoir? Quand je travaille avec des personnes, plusieurs fois, je vais leur dire que ça, c'est correct. Ou encore, ils sont prêts à faire certaines choses. Et leur ego agit. Parce que on a toujours l'impression qu'on s'adresse à l'ego. Mais moi, je m'adresse pas nécessairement à l'ego d'une personne. Normalement, le monde communique d'un ego à l'autre. Donc, l'ego, une fois qu'on parle à la forme, ben, il a l'impression qu'on lui parle à lui. Fait qu'il se montre la face. T'es intelligent, oh, pas tant que ça. Non, toi, t'es pas intelligent, pas que je parle. Toi, t'es intelligent. Je parle au mental. Mais l'ego, évidemment, qui se pense le mental, puis tout le kit, comprend pas. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'on peut encourager, mais à un moment donné, on a des choses réelles. Énergiser légèrement, c'est pas mauvais, faut faire attention, mais constater certains faits, ben, faut les constater. Évidemment, quand tu le constates, l'ego embarque, ce qui fait que les encouragements, faut faire attention. Parce que sinon, on énergise la personne, on lui donne une confiance en elle, qui est une illusion de confiance. Ceux qui entraînent, par exemple, des équipes sportives peuvent le savoir. Allez pas dire à une équipe, sauf avant une partie, allez pas dire à une équipe qui sont les meilleurs du monde. Pendant l'entraînement. Avant la partie, peut-être. Parce que là, ça fait juste dynamiser ce qui le manque. Mais si l'équipe est bien convaincue qu'ils sont les meilleurs du monde, t'es sûr de perdre tes parties. Parce qu'ils sont trop sûrs d'eux autres. Alors, il faut suffisamment les engueuler, d'ailleurs, c'est ce que les entraîneurs font. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on a toujours l'ego qui vient se présenter la fraise, et puis on peut, de temps en temps, et ça c'est bon, maintenant, quand vous le faites, c'est d'essayer de bien savoir à qui vous vous adressez quand on parle à quelqu'un. Et lorsque l'on parle à l'intelligence de la personne, on peut dire des choses. C'est évident que l'ego va venir s'en servir. Mais on peut aussi parler à l'ego. C'est pas compris par tout le monde, par exemple. Une question aussi. Est-ce que la confiance en la réussite de quelque chose ou d'obtenir quelque chose peut influencer les événements pour réaliser l'objet désiré? Ou, il y a une deuxième partie qui suit la première. Est-ce que les formes pensées peuvent aider à obtenir des choses et ainsi acquérir la confiance? Bon. Acquérir la confiance, je pense encore une fois l'avoir dit, que la confiance ne se cultivait pas. Et c'est un mécanisme qui est authentique. Je le répète souvent juste pour que vous me compreniez et pas pour que vous me croyiez. Parce que si vous me croyez, vous allez avoir confiance en moi et vous n'avez rien compris encore une fois. Ce qui arrive simplement, c'est que les formes pensées, l'égrégore, c'est que croire en quelque chose, on a déjà parlé un petit peu de ces mécanismes-là. Si je crois en quelque chose, j'énergise un égrégore qui s'appelle la croyance en quelque chose. Cela n'amènera pas nécessairement l'expression de la chose. Si j'ai une idée, que j'y pense suffisamment pour, disons, la dynamiser, créer une forme pensée, un égrégore, je dois automatiquement l'oublier après. Et peut-être que de temps en temps, je peux y revenir juste pour la supporter. On a déjà vu dans des conférences antérieures, comment ce mécanisme-là fonctionnait, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le gros problème, c'est que l'homme, la femme qui désire quelque chose, avant que cette chose se concrétise, elle a le temps de changer de goût et de changer d'idée. Et quand la chose apparaît, c'est pas ça qu'elle voulait. Et la majorité ont tellement de désir qu'ils n'arrivent pas à penser à la chose et à l'oublier. Ce qui fait qu'ils suivent la chose continuellement avec leurs désirs et leurs idées et leurs goûts. Donc, la chose, elle est transformée par ce que leur transformation à eux autres. Et lorsqu'elle aboutit, ben, elle ne ressemble pas nécessairement à ce qu'ils ont voulu. Et il y a une autre chose avec, c'est qu'il faut faire bien attention de donner une forme pensée. Parce qu'on ne connaît pas les mécanismes du karma qui vont sous-tendre l'expression du désir transmis sous forme pensée. Alors, ce qui va arriver, c'est que moi, je désire, par exemple, avoir un contact parfait avec mon enfant. C'est un exemple que je donne qui peut faire comprendre peut-être ce que je veux dire. Et je n'arrive pas à communiquer avec, donc, puis les jeunes.
Alors, j'énergise. À un moment donné, je m'en vais faire une commission avec, et lorsque je reviens, ma maison brûle, ma femme et le reste de la famille sont morts. Mais c'est la réponse à ce que je voulais. Mais maintenant, je vais avoir plus de relations qu'avec mon fils. Mais le reste, je l'avais pas entrevu. Mais pour obliger une transformation énergétique, ben, il a fallu qu'on passe une bonne charrue. Et les roches que tu voulais pas qui s'en aillent dans le fossé, partent dans le fossé avec, pour que tu aies le chemin que tu voulais. Et ça, c'est le gros problème des formes pensées. Je veux gagner à la loterie, une fois que je gagne, ben, ce que cela a fait, si j'ai projeté, donc si j'ai énergisé la forme pensée de façon à voir ce que je voulais, mais qu'est-ce que cela a fait pour me donner ce que je voulais? Ça, ce sont les effets karmiques, les effets secondaires qui reviennent. Et ça, on n'en est pas conscient. C'est pour ça que c'est dangereux, disons, de faire une projection, parce que réellement, l'homme ne sait pas ce qu'il veut de prime abord, et en plus, l'homme ne connaît pas les conséquences de ce qu'il demande. Je veux avoir un chien, mais quand je sors, je veux pas l'avoir. Quand je vais camper, je veux pas l'avoir. Quand j'ai des invités qui sont allergiques, je veux pas l'avoir. Puis quand je suis seul et je m'ennuie, là, je veux un chien. Mais non, si tu as un chien, il va être là. Tu n'auras pas le choix. Tu pars pour 24 heures, ben, si tu penses faut que tu le fasses garder, faut que tu le fasses garder. S'il a fait des dégâts dans la maison, faut que tu t'arranges. Tu pars pour un mois, ben, tu as ton problème de chien. Ou tu as ton chien de problème, enfin, un ou l'autre. Mais ce qui arrive, c'est que la personne, elle désire quelque chose, mais elle n'envisage pas l'entourage de la chose. C'est pour ça que c'est la confiance en la réussite, c'est s'évertuer à découvrir la déception. Penser que l'on peut réussir, ce n'est pas avoir confiance, c'est avoir confiance en la vie. Donc en soi et en l'extérieur. Il y a des possibilités que je réussisse. On verra. Mais j'ai confiance pareil. Il y a une confiance mentale qui est la conséquentialité de ce que l'on fait, donc connaître les conséquences, et il y a une confiance psychologique qui, elle, se fout des conséquences et espérer qu'on va l'avoir malgré n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un est malade, puis je serais prêt à donner mon bras pour qu'il s'en sauve. Ben, t'es énergisant maudit, là. Mais s'il est guéri, puis dans un an, t'as un accident de char, tu t'arraches le bras, tu comprendras pas pourquoi ça t'arrive. Là, quelqu'un va venir te dire, tu sais, t'as déjà dit que tu perdrais ton bras si la personne guérissait. Tu l'as perdu. Réjouis-toi. Bon, non, tu crois à ça, ces maudites niaiseries-là? Il y a bien des choses que l'homme ne sait pas d'inprojection, de ce que ça peut amener comme effet karmique. C'est bien important. Exactement comme on est une famille de 7. Ce soir, je sors rien avec toi, viens-t'en, les autres. Mais karmiquement, il se passe quelque chose. Dans l'égrégore, dans la forme pensée, à travers tout ce qui aurait une possibilité, on en choisit une, puis on se fout des autres. Mais elle, en passant, crée un tourbillon qui va venir à un moment donné te rejoindre. Et ce tourbillon-là, tu le veux pas. Il fait partie de ce que tu voulais. Plusieurs recherchent l'initiation, mais sont initiés à cœur de jour. Puis à cœur de jour, ils recherchent la paix. Ils veulent plus l'initier. C'est-à-dire qu'ils veulent plus souffrir, ils veulent l'initiation. Ils veulent la facilité. Mais pour avoir la facilité, il faut que tu abandonnes tout ce qui est nuit. Puis cet abandon-là va faire souffrir, tu y tiens. Donc, tu peux pas avoir la facilité sans souffrance. Alors, ce qui fait que c'est extrêmement dangereux d'essayer de projeter quand ce n'est pas le mental qui entrevoit des futurs possibles et tant que ce n'est pas le mental qui voit. Mais l'ego va dire, c'est mon mental qui voit, fait que je peux projeter. C'est le gros problème. Tant que tu n'as pas le discernement entre l'astral et le mental, il y a un gros problème. Il va être résolu par l'initiation. Vous allez finir par comprendre. Vous allez souffrir pour ça, mais vous allez finir par comprendre, c'est immanquable. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant a une confiance en lui à comparer à un autre, probablement que la personne voulait dire qu'il n'a pas confiance en lui? Ça dépend de l'éducation, parce que tous les enfants de prime abord ont confiance en eux. Ils ont des souffrances, ils ont des recherches, ils ont certains besoins, mais ils ont confiance. Et quand je dis ils ont confiance, cela ne veut pas dire qu'ils espèrent. Ils n'espèrent pas, ils ont confiance. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas peur, ils n'ont rien. Ils ont certaines souffrances, donc à un moment donné, ils vont avoir peur de manquer de nourriture, c'est-à-dire qu'ils vont pleurer quand l'estomac gargouille un peu pour avoir une tétée. Bon, ça c'est un enfant assez jeune, évidemment. Mais lorsqu'il est bien éduqué, en tout cas. Et puis, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que selon l'éducation de l'enfant, donc selon la manière que les parents s'y sont pris pour pouvoir enseigner la déception à l'enfant.
On a une société de compétition. Et non pas, ça a été intelligent, mais on devrait avoir une société qui vise surtout le résultat, l'efficacité, mais hors compétition. Moi, je suis efficacité en ce sens que j'exprime au maximum ce que je peux exprimer. Mais je ne dois pas essayer d'exprimer la même chose que toi ou autant que toi. Si toi, tu es un canal supérieur pour exprimer, t'exprimes plus. Mais si moi, j'exprime 100% de ce que je peux exprimer, puis toi 20%, je suis plus efficace que toi. Il n'y a pas de compétition, mais vu qu'on est dans un domaine de compétition, un domaine de punition, un domaine qui demande pas à l'individu d'être ce qu'il doit être, mais d'être un rouage d'un gros mécanisme, automatiquement, on essaie de prendre le meilleur rouage pour que le mécanisme fonctionne au maximum. Donc, on a un mécanisme de compétition et automatiquement, on apprend à l'enfant à être déçu. Parce que la déception, c'est une base de l'enseignement de la culpabilisation. Et la culpabilité, c'est l'outil parfait de l'éducation occidentale pour essayer de forcer quelqu'un à devenir ce qu'il ne devrait pas être. Alors, tu devrais avoir des remords, tu devrais être déçu, mais évidemment, si la personne n'est pas déçue, elle n'aura pas de remords. Fait qu'on commence par faire en sorte que, moi, j'ai vécu, tu étais capable. Mais là, je vois bien que tu n'es pas capable. On attaque l'image pour instruire la déception chez l'ego, pour qu'en fin de compte, l'ego puisse finir par faire la relation entre l'échec et la déception, et l'agression de son image. Pour qu'à un moment donné, il finisse par être suffisamment éduqué pour pouvoir faire lui-même sa culpabilisation sans qu'on ait à s'en mêler. On n'a plus besoin de dire qu'il n'est pas bon, il sait qu'il n'est pas bon. Alors, ce qui fait qu'il essaye quelque chose, il a confiance en lui parce qu'il a été éduqué. Il n'a pas encore été éduqué au niveau de la déception, il a été éduqué soit parce que les parents étaient suffisamment intelligents pour essayer de nourrir chez lui quelque chose qui empêcherait la prolifération des phénomènes astraux qui vont empêcher la personne d'être confiante en elle, ou soit encore que dans les domaines présentement où on la connaît confiante, elle est énergisée pour être confiante. Mais elle ne sera pas nécessairement confiante dans toutes les situations, par défaut de l'enfant. Alors, ce qui fait que ça dépend simplement de l'éducation et on va essayer de forcer la personne à faire une relation entre l'atteinte de son image et l'échec. Avant ça, on va bâtir l'image. Et que t'es beau, et que je t'aime, et que t'es fin. On bâtit l'image. Et ça, ce n'est pas correct. On exprime notre propre plaisir, oui, je veux bien croire, mais on bâtit l'image. Parce qu'à un moment donné, t'es bien pas fin aujourd'hui, t'attaques l'image. Vu que tu attaques l'image, il devrait se sentir déçu. Et ça veut dire qu'il se sent attaqué, donc il va essayer de s'arranger pour que l'extérieur ne l'agresse plus, donc il va essayer d'être fin. Même s'il n'envoie pas l'intelligence d'être fin. Il envoie la sécurité, en tout cas. Donc, on bâtit l'ego, on bâtit l'image, et à partir de là, on va essayer, à partir de l'échec, d'enseigner la déception pour pouvoir enseigner la motivation. Pour pouvoir enseigner l'encouragement, pour pouvoir enseigner la conquête, la compétition, et enfin, l'enfant va être heureux quand il va avoir tout réussi, ce qu'il va avoir voulu entreprendre, etc. Tout le monde sait que tu ne peux pas réussir ce que tu vas entreprendre, donc en partant, on l'éduque pour qu'il soit malheureux. L'enfant qui a moins confiance, ça a simplement rapport à l'éducation. Et l'éducation est vibratoire de premier abord, c'est-à-dire que ça dépend évidemment du contexte familial, de comment les parents fonctionnent, de comment les parents vont. Tu sais, lorsque l'enfant est pris par le père, puis le père a peur de l'échapper ou de l'étrangler, l'enfant il perçoit une insécurité, mais pas lui, l'autre. Il apprend déjà à sentir certaines formes d'énergie. Lorsque la mère le couche dans le lit, puis qu'elle la regarde, puis qu'elle a peur qu'il arrête de respirer pendant le sommeil, il perçoit les choses. On commence rapidement à éduquer les enfants pour les amener à être des personnes facilement malléables, des personnes qui vont se culpabiliser, qui vont manquer de confiance en eux. Tu as besoin, regarde, tu as des annonces des commerciaux qui essaient de viser justement cette confiance. La majorité des commerciaux, de toute façon, vont, entre plusieurs critères, essayer d'enseigner celui-là. Où tu vas te sentir fort, fier, rapide, beau, en tout cas, etc. Tu vas te sentir en sécurité. Alors, la personne ou l'enfant qui a plus confiance, ça a rapport à son éducation et au contexte. Et l'enfant qui a moins confiance, ça a le rapport aussi à ça. Sauf si les parents sont dans une confiance intégrale et correcte, avec une énergie mentale pour pouvoir être efficace, là, l'enfant, évidemment, peut avoir une confiance qui peut. Il sait qu'il peut manquer, il sait qu'il peut réussir, et il accepte les deux. Sans confiance.
C'est pas de se dire, on va réussir. Ça, c'est pas être confiant. C'est d'être illusionné par une idée de confiance. C'est pas ça être confiant. C'est d'accepter comme que c'est. C'est être confiant. C'est comme ça. C'est aussi être lucide. Y a-t-il une différence entre l'émotion et le sentiment? Puis la personne demande aussi qu'est-ce que la compassion? Le sentiment, c'est une émotion qui n'est pas tout à fait exprimée nécessairement. C'est-à-dire c'est une émotion qui s'exprime à l'intérieur, qui est en train de bouillonner, et selon l'énergie du sentiment, il va devoir s'exprimer en émotion. Par contre, le sentiment, c'est quelque chose qui peut être aussi une énergie mentale. Donc, la personne qui se conscientise, qui finit par être mentale, n'a plus d'émotivité. Par contre, elle a des émotions parce qu'elle a des sentiments. C'est-à-dire qu'elle est capable de percevoir dans son astral, donc dans son schéma émotif, l'émotion de l'autre. Donc, elle est capable de percevoir, par exemple, la souffrance de quelqu'un. Mais si elle est mentale, cette souffrance de quelqu'un sera perçue, analysée, comprise. On se rapproche de la compassion, mais ce n'est pas cela. Sera comprise, mais ce sentiment ne sera pas vécu ou expérimenté par la personne qui perçoit le sentiment. Le fait de regarder quelqu'un qui souffre te fait souffrir. Ce n'est pas de la compassion, c'est de la manipulation. Le fait de regarder quelqu'un qui souffre, dans sa psychologie ou dans sa matière physique, ou etc., et de comprendre son handicap, le mécanisme qui l'amène à souffrir, mais pour le comprendre, il faut que tu aies toi-même compris les propres mécanismes qui t'amènent à souffrir. On parle d'une personne mentale, donc une personne qui est assez avancée sur le chemin de la conscientisation. Elle va être capable de regarder, par exemple, quelqu'un qui souffre de la faim et de dire, en la regardant, et ça c'est la vraie compassion, ben il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Alors tu t'en fous. S'il y a quelque chose à faire, tu regardes, tu observes encore, tu perçois les mécanismes qui la font souffrir et qui l'amènent et qui la tiennent où elle est, tu les perçois, ils ne te touchent pas. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas s'incruster comme expérience dans ta mémoire. Tu t'en rêveras pas le soir. Okay? Tu vas être capable, une fois que tu as réglé ça ou oublié ça, de travailler sur d'autres choses. C'est ça qu'il faut être. Alors là, si tu observes, tu vois les mécanismes, tu vois que tu pourrais, en intervenant, corriger certaines choses. C'est de la compassion authentique. Pas la compassion béate. C'est pas ça la compassion. Il souffre, t'en parles à tout le monde, t'essayes de communiquer ta souffrance à tout le monde, pour énergiser tout le monde. Ça règle rien. Ça fait que le monde, ben, pour se sentir correct, prennent un peu de leur bourse pour envoyer le bord du mur, pour se dire, ben, au moins, j'ai fait ma part. C'est juste ça que ça stimule. C'est bon, tant que personne ne peut comprendre, au moins, ça envoie un peu d'argent à l'autre bord, mais ça règle rien. Si tu as une compassion authentique, tu observes, tu peux faire quelque chose, tu le fais. Et lorsque c'est fait, tu t'en vas. S'il faut que tu sois brutal, tyrannique, tu l'es. C'est de la compassion. C'est de l'éducation. Tu vois ce que tu veux faire. Tu connais les conséquences de tes actes. Fou d'être jugé par l'autre de telle ou telle manière. Tu es humble de toute manière quand tu deviens mental. Alors, ce qui fait que l'émotion, c'est la même chose, c'est l'expression, disons, d'un sentiment. Mais le sentiment peut être de deux ordres. L'émotion, elle est seulement astrale. Elle peut par contre être régie par le mental. L'émotivité, elle est astrale et elle est régie par l'astral. Mon émotion va me permettre de pouvoir observer que telle chose est extraordinaire. L'émotivité va comparer la perception avec la mémoire et le désir et va aussi me permettre de dire c'est laid. Ce que l'émotion régie par le mental ne pourra jamais permettre. Parce que chaque chose est comme telle extraordinaire. Mais il faut la voir à partir d'une émotion régie par le mental et non pas à partir d'une émotion qui est comparative avec ce que l'on désire et ce que l'on a acquis, l'émotivité. L'émotivité va s'exprimer sous forme incontrôlée par le mental, sous forme de colère, sous forme d'amour dont j'ai besoin. Hein, on peut même aller jusqu'à étrangler par cet amour qui est stimulé par l'émotivité. Une personne qui est trop émotive, c'est une personne qui est inefficace. Une personne qui a des émotions, mais qui n'est pas émotive, c'est une personne très efficace. Le médecin qui opère quelqu'un a des émotions, mais sur l'instant, il n'est pas émotif, sinon il ne pourrait pas opérer. Le sentiment, il est d'ordre astral, donc c'est une perception de l'émotion de l'autre, de ce qu'il vit, mais s'il est d'ordre astral, il vient automatiquement s'incruster dans l'astral, donc il transmet, il te communique et tu expérimentes toi aussi
à ta façon parce que tu le colores, la souffrance de l'autre. Et si c'est mental, tu vas pouvoir observer, tout voir, mais exactement comme si tu regardais un film et que le film ne te touchait pas. On t'a demandé de regarder et de dire les erreurs. Tu observes, tu vois les erreurs, tu les dis. Donc, tu interviens. Si tu vas intervenir. Si tu ne vois pas les erreurs, ben, passe un autre film. Ce qui fait qu'au lieu de t'attacher à vouloir aider 8 personnes et en être incapable, tu vas les oublier, tu en as aidé une en étant capable, ou 2, ou 3, ou 4, ou 8, ou 15. Mais c'est préférable d'être efficace que de vouloir être efficace. Alors, la compassion, ce n'est pas une idée psychologique, émotive, reliée à l'émotivité, qui fait que tu comprends et tu souffres avec lui. Mais non, il y en a déjà assez d'un qui souffre, pas nécessaire qu'il y en ait un deuxième. On règle rien, on empire. Faut que tu comprennes la souffrance de l'autre comme elle est. C'est pas de dire, je comprends, et moi, s'il m'arriverait ça, je souffrirais moi aussi. Ça, c'est pas ça, tu régleras pas son problème. Lui, s'en balance bien que tu broyerais toi aussi si t'aurais perdu ta chatte. Pour l'instant, c'est lui qui est dans ce problème-là. Comprendre le mécanisme qui vient régir sa souffrance, c'est te permettre d'agir. C'est de la compassion qui est mentale, la réelle compassion, qui va même te permettre de te mettre en colère s'il le faut pour qu'elle sorte de là. Si on prend l'exemple du Nazaréen, il n'a jamais pleuré. Ou lorsqu'il pleurait, c'est qu'il exprimait certaines choses, mais ça n'a jamais été... On peut pas comparer ça à une compassion humaine. À un moment donné, il expliquait quelque chose à quelqu'un. S'il comprenait pas, ça finissait là. À un autre moment donné, il expliquait et il comprenait. La personne comprenait. Il y a plusieurs autres mécanismes. On a une compassion qui est émotive, on a une compassion qui est mentale. C'est celle-là, évidemment, qui devrait être exprimée. Alors, qu'est-ce que la compassion? C'est simplement ça, c'est la perception intelligente ou psychologique. La compassion psychologique n'est pas efficace, la compassion intelligente est efficace, par contre, elle est discernative, c'est-à-dire que si tu peux agir, tu agis, sinon tu oublies. Quand tu parles, une interrogation qui me vient, quand tu parles de perception intelligente, là, tu parles du film à un moment donné, puis il y a des erreurs, tu les vois, tu les dis. Est-ce que c'est possible que, bon, toi, dans ta job, t'es planifié à voir telle erreur, l'autre côté, puis il y en a d'autres que tu vois pas. L'autre côté, lui, c'est d'autres erreurs qu'il faut qu'il dénonce, si tu veux. C'est l'ensemble de ça qui crée une harmonie, finalement. C'est-à-dire que plus l'homme va se conscientiser, plus il va arriver à être ambidextre, c'est-à-dire qu'il va être capable de voir les erreurs dans tous les domaines, lorsque cela sera utile pour lui. Dans le début, c'est évident que selon les programmations éducationnelles de chaque personne, on voit certaines choses. Mais l'homme devrait arriver... Ce qui est important, simplement, c'est que la compassion réelle, c'est lorsque tu regardes quelque chose que tu peux corriger, tu corriges, et lorsque tu ne peux pas, ben, tu ne t'y attaches pas. Si tu t'y attaches, c'est l'illusion de la... On en parle donc d'illusion, soit, hein? Mais c'est l'illusion de la compassion. Tu penses être compatissant, mais tu t'énergises. Tu es égoïste. Puis tu es tout content d'être compatissant. Là, tu dis les autres sont chiens, les autres sont pas corrects, de pas l'être. Moi, quand je vois quelqu'un qui souffre, ça me touche. Ouais, c'est une mousse de bonne qualité, hein? Puis quand t'es touché, tu fais quoi? À part souffrir. Tu fais rien. Moi, quand quelqu'un souffre, ça me touche pas. Mais si je peux l'aider, je l'aide. Si je peux pas, ben je l'aide pas. Mais toi, si ça te touche, ben t'es bien mal pogné pour pouvoir l'aider. À part pleurer avec elle, il n'y a pas grand-chose que tu vas faire. Ça va soulager l'ego, mais ça règle pas le problème. Si présentement tu dois soulager l'ego parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, tu vas être capable de faire comme si tu souffrais avec. Mais en réalité, tu souffriras pas avec. Tu te promènes, tu vois une rangée de fourmis écrasées par les enfants qui sont passés. Ben, c'est tout. Si tu vois les enfants en train de les écraser, ben tu peux aller leur essayer de leur expliquer qu'on ne doit pas faire ça. Pas parce que moralement c'est pas bon. Bon, puis aller, tu peux leur dire que ça va tacher le plancher de leur mère quand ils vont rentrer. Mais tu peux essayer de leur expliquer d'autres choses, dépendant de ce qui se passe. Tu essaies d'agir. Mais là, si les enfants veulent rien savoir, ou une fois que t'es parti, tu te dis, ouais, mais s'ils retournent là puis ils écrasent encore, crime, tu iras pas faire un montant bivouac à côté pour checker les fourmis. Tu vas t'en aller en disant, ben, t'as fait ce que t'avais à faire et c'est tout. Tu dois passer simplement, quoi passer. Quand une fusée monte dans le ciel, elle pousse l'air. Puis en arrière, l'air revient, puis la fusée s'en moque, elle revient pas voir si l'air est encore fendu. Elle poursuit son chemin. Mais l'homme doit faire ça. Sinon, l'homme passe quelque part, il voit quelque chose, il essaye d'aider, ça marche pas, il continue, puis ça reste avec. Puis plus l'homme avance dans la vie, moins l'homme est capable d'aider, même s'il a de l'expérience.
il a de l'expérience de souffrance. Il peut avoir de l'expérience aussi où il n'y a pas de souffrance, mais il mélange les deux. La compassion psychologique, elle est nuisible. La compassion mentale, ben c'est celle-là on ne la cultive pas, elle va apparaître. Tout va apparaître. Il faut juste s'arranger à éliminer ce qui empêche l'expression. OK, une question ici. Est-ce possible d'avoir une confiance aveugle, très, très grande confiance en quelqu'un? Exemple, un professeur, un prêtre, un maître ou toi? Très, très, très possible. C'est même plusieurs personnes ont une confiance aveugle. Puis si quelqu'un a une confiance aveugle en moi, qui vient de me le dire, je pourrais crever 2 yeux. Comme ça, mettre sûr. Être complètement aveugle. Quelqu'un qui a une confiance aveugle, cela veut dire qu'il refuse obstinément la possibilité qu'il se trompe. C'est une confiance aveugle. Mais si par hasard, disons, ça se peut presque pas, mais disons que s'il se serait trompé, ben il ne saura jamais. Il pourra s'évertuer toute sa vie d'avoir été, d'avoir respecté, d'avoir honoré, d'avoir une confiance parfaite. Et c'est tout. Il pourra aussi dire que s'il s'est trompé, ben il s'est trompé. La confiance aveugle, c'est la pire espèce de connerie. Ça élimine le discernement. C'est sûr que les maîtres, les prêtres, les profs, etc., ou Daniel Kem, non, ça je vous le dis sérieusement. Faut vraiment pas me truster. Mais ce qui arrive, c'est que si on a une confiance, ces personnes-là qui ont besoin de disciples pour avoir confiance en eux, hein, parce que si j'ai personne qui m'écoute, je me truste pas. Si j'ai plein de monde, je suis bien sûr d'avoir raison, même si j'ai tort. La personne qui a besoin, donc, qui va cultiver la confiance aveugle, c'est parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir raison. Si je suis sûr d'avoir raison, je veux travailler avec du monde qui vont être sûrs d'avoir raison. Donc, j'ai pas besoin d'empêcher mon monde d'aller voir ailleurs. Vu que la raison, c'est moi qui l'ai. Mais si je suis pas sûr d'avoir raison, j'ai peur qu'ailleurs, il y ait la vérité. Donc, je vais demander à mon monde de pas aller voir ailleurs. D'un coup, qu'il trouverait la vérité et qu'il ne reviendrait plus me voir. La confiance aveugle, c'est une confiance stupide. Mais bandez-vous les yeux, promenez-vous sur la rue Sainte-Catherine, vous allez voir, c'est la même affaire. Vous irez pas loin. On peut pas aller plus loin qu'une confiance aveugle. La confiance aveugle, on doit l'éliminer et on doit douter. Ce qui arrive simplement, c'est lorsque la personne n'a pas une confiance aveugle, c'est qu'elle doute. Et la confiance en quelqu'un, c'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en l'autre. Ça ne nous appartient pas. L'autre meurt, capote, plus de confiance, on gratte les rideaux, puis on essaye de prendre plein de photos du maître, puis on les affiche, puis on les embrasse, puis on bûche ceux qui l'aiment pas, puis etc. On essaie d'entretenir le phénomène. On en fait une grosse statue, et à un moment donné, les oiseaux vont aller faire le crotte dessus pareil. La confiance aveugle, puis là c'est important, c'est que c'est extrêmement sérieux. Si par exemple, vous n'avez aucune confiance en moi, c'est parfait. Moi, si je suis content, ça me soulage d'un gros karma. Mais ça n'empêchera pas que tout ce que je dis qui peut être vrai pour vous, vous allez le prendre pareil, parce que vous allez le comprendre. Puis tout le reste, allez le mettre aux poubelles. Ça ôte rien à moi, par contre, ça vous protège vous autres en maudit. Si j'ai pas confiance en Dieu, mais ça changera rien à Dieu. Il va continuer à exister pareil s'il existe. Il va cesser d'exister s'il n'existe pas. Et la journée que je découvre qu'il était là, que j'ai eu confiance ou non, ça change rien, il est là pareil. Puis un Dieu qui a besoin que l'homme voue toute sa confiance en lui, c'est un Dieu bien psychologique, bien humain, créé par la personne qui croit en ce Dieu-là. Le fait de ne pas avoir confiance en quelqu'un, on parle évidemment de confiance en un maître, en un prêtre. Je peux avoir confiance en mon employé, en ma femme ou dans le chauffeur d'autobus, là. Mais le fait de ne pas mettre sa confiance personnelle dans le maître, le prêtre, le prof ou etc., c'est extrêmement salutaire parce que ça vous laisse votre discernement. Donc, vous allez toujours être capable de dire ce qu'il dit là, c'est vrai, ce qu'il dit là, je le comprends pas, ou ce qu'il dit là, pour moi, c'est faux. Mais ça changera rien à vous autres, sauf que ça va vous garder sécuritairement les deux pieds à terre. Vous allez pouvoir vous amener vous autres mêmes sur votre propre chemin de sagesse vers votre propre temple de connaissance. Pas vous faire embarquer dans le chemin du bonhomme vers son temple à lui.
Vous allez être les petits piliers qui vont protéger son temple pour que lui ait la sécurité. Vous autres, vous n'aurez rien d'autre que son énergie à lui. Mais vous autres, là-dedans, vous êtes des pions. Une confiance aveugle, c'est même très, très grande confiance. Ben, ici, c'est écrit confiance aveugle, très, très grande confiance. Alors moi, je dirais qu'une confiance aveugle, une très, très grande confiance, une très grande confiance, une grande confiance, une confiance. À partir de là, on peut admettre. Sinon, c'est pas ben brillant parce que vous êtes plus vous-même, vous êtes psychologique. Vous n'êtes pas mental, vous ne pouvez pas discerner. Vous n'avez pas une confiance incroyable dans votre auto qui va vous amener à Québec. C'est pour ça que vous mettez la clé dedans, vous la partez. Hein? Après ça, vous la mettez sur drive, vous venez en première, puis évidemment, vous allez la laisser pas en première, puis vous vous en allez. Mais vous pensez quand même à vérifier votre essence, vous pensez à vérifier plusieurs choses. Et votre auto n'est pas frustrée pour ça. En fonctionner bien mieux. Mais si votre auto a absolument besoin de quelqu'un qui pense à rien, ben la journée que ça va casser, ben vous pensez pas plus. Vous allez vous poser la question, je comprends pas, pourquoi? Regardez par exemple, tous ceux qui se sont fait ramasser par des personnes, on peut parler de Johnstown avec le révérend Jones, entre autres, qui avaient confiance aveugle, tellement aveugle d'ailleurs, qu'à un moment donné, la majorité était des Noirs, et le révérend leur disait qu'ils n'étaient pas racistes, et qu'il en ferait tous des Blancs pour entrer au ciel. Et c'est sérieux. Et la confiance aveugle a fait que cette chose-là, ils n'ont pas pu la discerner, ils n'ont pas pu voir. C'était logique pour eux parce qu'ils n'y réfléchissaient pas. Ils l'avaient dit, c'était vrai. Non. Confiance aveugle, vous devez vous autres discerner. Si ça n'a aucun sens, puis vous sacrez votre camp et vous revenez plus, ça change quoi? Moi, mais d'un coup, qui avait raison. Puis après, c'est lui qui a raison. Lui, il a raison, mais tant que toi, tu peux pas l'avoir raison pour toi. C'est pas parce que confiance t'as raison pour toi. C'est juste aveugle. Et le terme est très bien, confiance aveugle. Si tu as raison pour toi, c'est déjà mieux que d'être sur le bon chemin sans le savoir. Parce que quand tu vas être sur le bon chemin, tu vas pouvoir le savoir, si tu as ta propre raison. Mais évidemment, on doit, dans ce cheminement de raison, discerner la coloration de l'intelligence et l'intelligence. Mais dans la foi absolue, dans la confiance aveugle, etc., on n'a pas besoin de mental, on n'a pas besoin d'être intelligent. On n'a pas besoin de vieillir, on n'a pas besoin d'expérimenter, on n'a pas besoin de tout ce que la vie vous amène. Alors pourquoi la vie vous l'amène? Pas pour vous développer une confiance aveugle. La vie vous pousse à vous rendre compte que tout ce dans quoi vous placez votre confiance est faux. On a confiance en nos parents, et à un moment donné, on se rend compte que ce sont des êtres humains comme tout le monde. On a confiance en nos profs, on découvre la même chose. On a confiance en nous, toujours des illusions, et on finit par se rendre compte qu'on n'est pas parfait. On a confiance en la vie, on se fait encore berner. Et la vie vous montre à ne pas avoir de confiance aveugle. C'est sûr qu'une personne qui a une confiance aveugle et qui pourrait, par exemple, m'écouter et se faire dire que la confiance aveugle, ce n'est pas un bon état des choses, elle peut en souffrir. Et elle peut même s'en aller tout de suite parce qu'elle ne veut pas découvrir qu'elle a eu tort. Mais que l'homme ait tort ou que l'homme ait raison, c'est un processus normal. Donc, on n'a pas besoin de dégrader ou de flatter l'ego. Mais si la personne fonctionne avec son ego, donc elle ne veut pas apprendre qu'elle a eu tort, ce qui fait qu'elle ne voudra pas écouter. La confiance aveugle en un maître, c'est une absurdité. Tant que la personne peut nous amener certaines choses qui ont une certaine allure, ça va. Mais on n'a pas plus confiance. On doit expérimenter. J'ai confiance que ce qui amène est bon. Mais je l'expérimente. Sinon, à un moment donné, s'il se trompe, ben on va l'air fin. Puis moi, ben ceux qui vont faire le PMC ou ceux qui me suivent, ben de temps en temps, de toute façon, je compte des menteries, je leur compte des pipes, je leur dis un paquet de niaiseries. Puis à un moment donné, ben il y en a qui partent déçus, mais c'est tant mieux. Moi, je tiens pas à ce qu'à un moment donné, j'ai un gros sac à dos plein de monde en arrière de moi, qui me font confiance. Alors, confiance en moi, absolument pas. Je suis le plus grand filou qu'il n'y a pas sur la planète. Et puis, de toute façon, la moitié de ce que je dis est faux. À vous autres de vous amuser. Mais
C'est ça. Confiance absolue, confiance aveugle. Non. Non, faut pas. Quand l'homme, Daniel, découvre une vérité, mettons, la conséquence de ça, des fois, il se sent responsable. Et puis, s'il n'y a pas l'énergie pour le faire, la remplir, cette responsabilité-là, il manque de confiance. Mais ma question, c'est un peu, la responsabilité, c'est-tu juste lié au domaine psychologique, puis le conséquentiel au domaine mental? Il n'y a pas de responsabilité ou de problème suffisamment important pour que tu ne puisses pas les abandonner. Ça, c'est un phénomène totalement authentique. Mais, tu devras, en gardant la responsabilité, affronter le karma de la responsabilité, et tu devras, si tu énergises la responsabilité, affronter ce karma-là quand tu l'abandonneras. Si tu veux oublier et ne pas avoir de karma, tu devras arracher une peau, c'est-à-dire que tu devras oublier tout ton passé. La responsabilité, cela veut dire être capable de répondre. Si tu ne peux pas répondre, et quand je dis répondre, cela ne veut pas dire de t'excuser. Cela veut dire que tu es capable d'agir, de faire, et tu le fais à partir d'un phénomène intelligent, donc tu comprends ce que tu fais, et c'est pour ça que tu le fais. On ne pourra jamais venir te blâmer si tu savais ce que tu faisais. La personne qui ne peut pas arriver par exemple, à accomplir ou arriver à la fin de ses responsabilités et qui perd de l'énergie, c'est parce qu'elle avait un concept qu'on avait inculqué dans son éducation qui dit que lorsque la personne devrait être capable de prendre des responsabilités et lorsqu'elle prend une responsabilité, elle doit la mener à bien jusqu'au bout, sinon elle doit faire tout ce qu'elle peut pour la mener à bien. Et ce concept, comparé avec ce que tu fais, peut t'amener à une déception. Cette déception, elle est mère de la déformation de ton visuel astral, de l'image que tu as de toi. Cette image va donc prendre pour se cultiver l'énergie de l'énergie créatrice, donc tu n'as pas de confiance en toi. Simplement. Alors, ce qui fait que la personne qui a une responsabilité, cela veut simplement dire qu'une autre personne se fie sur elle. Mais si tu n'aboutis pas dans ta responsabilité, moi je n'ai pas à crier parce que je te connais comme tu es. Ou je te connais comme je pense que tu es. Puis si à partir de ce que je pense que tu es, je te donne des responsabilités qui sont trop grosses pour la réalité que tu es, c'est mon erreur à moi. C'est toujours la faute du patron si un employé agit mal. Pas à l'employé. Tu donnes une responsabilité à ton enfant, puis il fait mal, tu le chicanes. Toi, t'es pas assez intelligent pour voir ce qu'il est capable de faire, puis tu t'imagines que lui, parce que toi, t'es pas assez intelligent pour voir qu'il est pas capable, il va falloir que tu sois suffisamment capable pour être capable, pour te prouver que tu t'es pas trompé. Voyons donc. C'est ta faute à toi, c'est ta responsabilité, c'est pas la sienne. Celui qui donne des responsabilités aux autres a la responsabilité que les autres aboutissent. Pas en criant, par remettant la faute sur le dos des autres. Alors, là, le fait de ne pas aboutir dans ses responsabilités, ou le fait de vouloir avoir plein de responsabilités pour se sentir adulte, se sentir un homme ou une femme, ben, c'est des concepts éducatifs qu'on a en nous. L'homme a des responsabilités. La seule responsabilité que l'homme a, c'est d'être heureux. C'est la seule responsabilité que l'homme a. C'est le seul commandement intelligent. Soyez heureux. Soyez. Mais l'homme essaie de définir ce soyez. Le définissant, il le tue, il l'analyse, il met des mots, il définit, il croit que ça, c'est la réalité, et il essaie de vivre à partir de ses idées. Et l'homme ne peut pas être. Il peut essayer d'être. C'est tout. Alors, ce qui fait que la personne qui vit selon ses mécanismes va vivre la déception, va vivre plusieurs autres phénomènes, et elle ne pourra pas arriver à être confiante. Tout est là. Cherchez-le pas, mais ouvrez vos yeux, puis voyez-le. Mais l'homme, il est coloré. Donc, il ouvre ses yeux, il a ses lunettes fumées, et il ne voit pas. Et il essaie de déterminer ce qu'il aimerait. Parce qu'on a toute une idée de ce qu'il nous faudrait pour être sécuritaire. Donc, on exprime tout par le même fait qu'on n'est pas sécuritaire. Et en exprimant qu'on n'est pas sécuritaire, on n'arrive pas à être sécuritaire. Tant que l'homme recherche, l'homme exprime l'inverse de ce qu'il veut exprimer. Tu recherches la paix, tu exprimes que tu n'es pas en paix, parce que tu ne rechercheras pas la paix. Et c'est sûr que si la personne, elle est là et elle ne fait rien, elle est en paix. Mais elle n'a pas nécessairement l'intelligence pour évoluer.
Donc, elle aura l'intelligence, elle découvrira les mécanismes, elle souffrira, elle ne sera plus en paix, elle évoluera dans la souffrance, elle souffrira la souffrance pour se conscientiser, elle se conscientisera, elle comprendra les mécanismes qui régissent la souffrance, elle se libérera de la souffrance et elle sera plus haute, sur une autre octave, un autre point de départ. L'homme qui évolue essaie continuellement de rechercher quelque chose, il a une idée de ce qu'il veut, et cette idée n'est pas nécessairement en relation avec ce qu'il veut. J'ai déjà lu un poème, à un moment donné, écrit par une personne totalement spirituelle et religieuse, parce qu'on s'imagine souvent que parce qu'on est dans une religion, qu'on ne peut pas se conscientiser. C'est totalement faux. Et elle avait demandé plusieurs choses à un moment donné à Dieu, et elle avait prié, énergisé ces choses-là. Et en fin de compte, elle avait écrit un poème, un peu avant de mourir, je me rappelle pas tout à fait du poème, où elle disait « J'ai demandé telle chose et j'ai eu telle autre chose », afin de comprendre l'inutilité de ce que je demandais. J'ai demandé la richesse et j'ai eu la pauvreté pour comprendre les mécanismes qui permettent de connaître et de savourer l'énergie de la richesse. Si elle aurait été riche au départ, elle l'aurait jamais su. J'ai demandé l'amour et j'ai appris à ne pas avoir d'amour, c'est-à-dire j'ai demandé de recevoir de l'amour et j'ai appris à vivre sans amour, pour découvrir le besoin d'amour et pour découvrir comment l'exprimer. J'ai demandé, je l'ai pas eu, mais j'ai eu ce que je voulais. En fin de compte, elle finit. En fin de compte, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin, mais jamais ce que j'ai demandé. Mais ça, c'est l'apanage de tout le monde. C'est le problème de tout le monde. Vous êtes bien, vous êtes quand même suffisamment bien, mais vous voulez plus. Mais regardez, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu des étapes de leur vie où cela allait mieux. Mais si on oublie ces étapes, c'est ça le phénomène d'oublier, si on n'oublie pas, on a un karma, on souffre. Vous êtes drôlement bien, parce que vous êtes habillé, parce que vous avez une maison, parce qu'on peut de temps en temps se distraire. Et se distraire, c'est un luxe que pas beaucoup d'humanité peuvent se payer. Et on est beaucoup à pouvoir se distraire, et même se distraire de nos distractions. Et ça, c'est un luxe incroyable. On est capable d'avoir des choses absolument apocalyptiques. Et l'homme se plaint. C'est évident que l'homme se plaint parce que cette matière ne lui amène pas ce qu'il veut. Parce que dans la matière, il n'y a pas la réussite du corps vital, il n'y a pas la réussite du corps astral, il n'y a pas la réussite du corps mental. Mais l'homme a tout ce qu'il a besoin pour pouvoir cheminer dans l'évolution. On a la connaissance